Chapitre 1. La fête à Rose Hill. Les rosiers avaient la fleurie tôt cette année-là, et les haies bordant les chemins menant à Rose Hill étaient ouvertes de fleurs roses et blanches. C'était un samedi de fin juin, et la fête du village, tant attendue, battait son plein. La pelouse du presbytère était jonchée d'étals, confitures maison, chauffetières brodées, une tombola avec des paniers de fruits et de vin à la clé. Des enfants se précipitaient dans la foule, des petits pains collants à la main, tandis que leurs mères, debout en petits groupes, parlaient à voix basse mais animées, un œil sur leurs enfants et l'autre sur les étals concurrents. Miss Jane Marple, vêtue de son pâle manteau d'été et coiffée d'un chapeau de paille sage orné d'un ruban qui avait traversé les saisons, se tenait près de la table du concours de gâteaux. Elle observait avec un léger amusement l'intensité avec laquelle Madame Amelia Grant décrivait la qualité supérieure de son biscuit Victoria à un juge de plus en plus las. Les yeux de Miss Marple pétillaient. La nature humaine, songea-t-elle, se révélait le plus clairement lors des fêtes de village. L'orgueil, l'envie, les petites tromperies et parfois une authentique gentillesse. Elle s'apprêtait à se diriger vers la tente à thé lorsqu'un étrange murmure parcourut l'assemblée. Au premier abord, on ne comprit pas ce qui s'était passé. La musique du gramophone sur la pelouse continuait de jouer, et M. Peterson, le boucher, continuait de vanter bruyamment ses billets de tombola. Mais l'instant d'après, les gens commencèrent à chuchoter, et les têtes se tournèrent vers les marches du presbytère. Là, encadrée contre le mur de briques, se tenait Madame Edith Larkin, la receveuse des postes. Elle serrait une carte postale rouge vif à la main, son visage habituellement rougeaud, pâle et étrangement figé. « Honteux !» s'exclama-t-elle d'une voix étranglée. « Absolument honteux. Envoyer une chose pareille, à une fête. » Elle vacilla, et quelqu'un se précipita pour la soutenir. La carte postale lui échappa des mains et fut ramassée par M. Harold Sykes, le marguillier. Il la regarda, se raidit et la fourra précipitamment dans sa poche, promenant autour de lui un regard qui trahissait à la fois embarras et malaise. Miss Marple, qui n'avait rien manqué, pinça les lèvres pensivement. La carte était criarde, pensa-t-elle, d'une manière qui semblait étrangement délibérée. L'instant passa, du moins le sembla-t-il. Madame Larkin fut conduite à l'intérieur, la foule rassurée par des murmures, et bientôt la musique et les bavardages reprirent. Pourtant, le courant sous-jacent des spéculations était indéniable. Qui avait envoyé la carte postale? Pourquoi l'avait-elle remise à Madame Larkin de manière aussi publique? La question était sur toutes les lèvres, et lorsque le tirage au sort eut lieu, les théories circulaient déjà. Certaines évoquaient un scandale, d'autres une farce malicieuse. Miss Marple, cependant, remarqua les moindres détails. L'inquiétude qui brillait dans les yeux de M. Sykes, la façon dont Mme Grant parlait avec trop d'empressement de son gâteau éponge, comme pour détourner l'attention, et le silence étrange du jeune M. Henry Denham, aperçu près de la table du courrier quelques instants avant le vacarme. Le soir venu, Rose Hill était en effervescence, et lorsque le lendemain matin, Madame Edith Larkin fut retrouvée morte dans son salon, la carte postale rouge vif posée soigneusement sur ses genoux, la fête devint un souvenir à jamais teinté d'effroi. Cet après-midi-là, Miss Marple était assise tranquillement dans son jardin de St. Mary Mead, tricotant à la main. Les rosiers grimpaient gracieusement sur le treillis, les abeilles bourdonnaient, et tout semblait paisible. Pourtant, son expression était concentrée, ses aiguilles claquaient mécaniquement. Car Miss Marple avait déjà commencé à voir ce que les autres avaient manqué. La carte postale n'était ni une farce, ni une plaisanterie vulgaire. C'était, elle en était certaine, un message. Et un message, d'après sa longue expérience, désignait toujours quelque chose de plus profond. L'envie, la haine, la peur, et peut-être le meurtre. Chapitre 2. Chuchotement à Rose Hill.
Le dimanche après-midi, Rose Hill était en proie aux spéculations. La nouvelle s'était rapidement répandue, comme toujours dans les villages, qu'Edith Larkin, la receveuse des postes, avait été retrouvée morte dans son propre salon. La femme du pasteur affirmait une crise cardiaque provoquée par un choc. Madame Amelia Grant, d'un air solennel et important, affirmait qu'Edith avait été empoisonnée, tandis que la jeune Mary Cottle, qui travaillait à temps partiel à la poste, murmurait à sa mère avoir vu Madame Larkin se disputer avec un homme quelques jours auparavant. Au salon de thé Rose Hill, où les fenêtres aux rideaux de dentelle offraient une vue discrète sur la rue principale, de petits groupes de villageois se penchaient autour de tasses de thé fumant. La carte postale cramoisie, déjà surnommée la carte du scandale, était la pièce maîtresse de chaque conversation. « J'ai entendu dire, dit Madame Grant d'une voix étouffée mais catégorique, qu'il contenait les accusations les plus terribles, innommables en fait. On ne sait pas vraiment où le monde va nous mener. Je suppose que ce n'était qu'une plaisanterie grossière, répondit M. Peterson, le boucher, présent au moment de la chute de la carte. Un jeune homme qui essayait de faire des bêtises. Edith était une femme forte. Elle ne se laisserait pas perturber par une bêtise. Forte ? Renifla Madame Grant. Elle était secrète, à mon avis, et on ne sait jamais quel secret les gens cachent. Miss Marple, assise tranquillement dans un coin avec sa tasse de thé et un petit pain au raisin, semblait absorbée par son sac à tricoter. Mais son oreille, comme toujours, était fine. Elle remarqua l'indignation, le plaisir et une satisfaction voilée dans la voix des villageois. Elle avait depuis longtemps observé que les gens bavardent rarement sans trahir leur personnalité. L'arrivée de l'inspecteur Mallory. En fin d'après-midi, la police avait pris les choses en main. L'inspecteur Mallory du commissariat du comté arriva dans sa voiture impeccable. C'était un homme robuste, à la moustache soignée et aux manières fermes. Il posa des questions rapides, nota les noms et ordonna la fermeture du petit bureau de poste jusqu'à nouvel ordre. Ses manières suggéraient l'efficacité, et les villageois, rassurés par son autorité, racontèrent leurs histoires avec empressement. Mais Miss Marple, qui passait par là, remarqua que son attention se fixait rapidement sur le jeune Henry Denham. Henry était clair chez le notaire, grand, pâle et sérieux. On l'avait vu flâner près de la table du courrier lors de la fête, et on murmurait que Madame Larkin lui avait souvent reproché son traitement négligent des lettres officielles. Lorsque l'inspecteur Mallory demanda si Henry avait touché la carte postale, le jeune homme rougit et balbutia qu'il l'avait simplement vue sur la table. « Une conscience coupable, si jamais j'en ai vu une », remarqua Madame Grant, qui raconta la scène plus tard dans la soirée avec toute la confiance de quelqu'un qui connaît la nature humaine, bien que Miss Marple, écoutant poliment, ne put s'empêcher de penser que les connaissances de Madame Grant étaient souvent sélectives. Les rumeurs se multiplient. Le lundi matin, les soupçons s'étaient renforcés. Henry Denham avait été interpellé, et de l'avis général, l'affaire était pratiquement résolue. Madame Larkin, disait-on, avait menacé de révéler une de ses bêtises, et désespéré, il avait écrit la carte postale en guise d'avertissement. Puis, paniqué par les conséquences, l'avait réduite au silence pour toujours. C'était une histoire bien rangée, et le village aimait les histoires bien rangées. Mais Miss Marple, sirotant son thé matinal et donnant des miettes à un rouge-gorge dans son jardin, n'était pas convaincue. Henry Denham avait peut-être été stupide, voire imprudent. Mais un meurtre? Sa façon de rougir et de bégayer ressemblait davantage à la maladresse de la jeunesse qu'à la ruse d'un tueur. Elle se souvenait aussi du regard d'Harold Sykes lorsqu'il avait empoché la carte postale à la fête. Ce regard n'était pas simplement embarrassé. Non, il était plus vif, plus craintif. Et la peur, selon la longue observation de Miss Marple, ne devait jamais être ignorée. Une visite de la femme du vicaire. Cet après-midi-là, Madame Whitmore, l'épouse du vicaire, rendit visite à Mademoiselle Marple à St. Mary Mead, comme elle le faisait souvent lorsque les nouvelles pressaient. C'était une femme vive, d'un naturel bienveillant, mais qui appréciait les intrigues villageoises. « Ma chère Miss Marple, » commença-t-elle, attendant à peine d'être assise, « qu'en pensez-vous » ? « Pauvre Edith Larkin »
Bien sûr, il ne faut pas dire du mal des morts, mais j'ai toujours trouvé qu'elle se tenait un peu trop au courant des affaires des autres. Elle connaissait les affaires de tout le monde, et parfois plus qu'il ne fallait. J'imagine qu'elle s'en était mêlée. Miss Marple, tricotant sereinement, hocha légèrement la tête. Il est souvent dangereux, ma chère, de garder le secret de trop de choses. Les gens s'en offusquent, et parfois, ses aiguilles claquèrent doucement. Ils en ont peur. Madame Whitmore se pencha en avant avec empressement. Vous ne pensez pas que la police se trompe, n'est-ce pas? Ils disent que c'est Henry Dinham qui est coupable. Miss Marple sourit faiblement. Je pense que la vérité n'est peut-être pas aussi simple. Voyez-vous, la nature humaine est rarement ordonnée. Une ombre dans le courrier. Le lendemain, un événement curieux se produisit. Une seconde carte postale rouge cramoisie apparut, glissée sous la porte du salon de thé pendant la nuit. Celle-ci ne portait aucun nom, seulement une ligne en lettres majuscules bien nettes. Le premier n'était qu'un avertissement. La découverte provoqua un tollé. Si Henry Denham était en détention, qui avait envoyé cela? Et quel autre malheur, ou pire, pouvait-il nous attendre? Miss Marple, lisant cela dans le journal du matin, le reposa sans bruit. Son regard se fit pensif. Il lui semblait désormais évident que ces cartes postales cramoisies étaient plus qu'une vulgaire malice. Elles faisaient partie d'un projet, et ce projet n'était pas encore achevé. Elle se leva, mit son chapeau et prit son parapluie. Il était temps, décida-t-elle, de faire quelques visites à Rose Hill. Les gens, avait-elle toujours constaté, en révélaient au plus qu'ils ne le voulaient, pour peu qu'on les écoute attentivement. Chapitre 3. Miss Marple paie les visites. Le lendemain matin de la parution de la deuxième carte postale, Rose Hill arborait un teint radieux et délavé, comme si le monde avait été entièrement nettoyé par la pluie de la nuit. Le soleil scintillait sur les pavés mouillés de la rue principale, et dans les haies, les moineaux s'activaient avec une agitation indécente. C'était le genre de matinée qui laissait penser que la journée pourrait encore être sans danger. Mais Miss Marple, qui avait connu bien des matinées de ce genre, y ressentait une étrange fraîcheur, comme le froid laissé par un courant d'air insaisissable. Elle prit néanmoins son parapluie. Il ne faut jamais mépriser les bonnes habitudes, et quitta l'arrêt de bus avec cette gentillesse déterminée qui incitait les gens à reculer et à lui offrir le côté plus sûr du trottoir. Sa première visite fut au bureau de poste de Rose Hill, fermé et scellé sur ordre de l'inspecteur. C'était un bâtiment carré et respectueux, avec une seule fenêtre et une petite cloche qui tintait au-dessus de la porte lorsqu'on y entrait. Maintenant, la porte portait une affiche officielle, et la cloche était silencieuse. De son vivant, Edith Larkin avait donné à cet endroit un air d'efficacité hérissé, une petite forteresse de registres, de balances et de piles de papier kraft bien rangées. La mort l'avait réduit à l'état d'un spécimen sous un bocal. Miss Marple regarda l'affiche avec un léger soupir, puis tourna dans le chemin latéral jusqu'au cottage attenant à la propriété. Là, sous une véranda bordée de fougères, une jeune fille mince en cardigan bleu étendait un torchon humide. « Mademoiselle Cottle ?» dit doucement mademoiselle Marple. « Mary Cottle ? Je suis mademoiselle Marple de St. Mary Mead. Nous nous sommes rencontrés, ça doit faire 2 ans, quand j'ai posté un petit colis à ma nièce. Vous aviez une façon très astucieuse de nouer la ficelle. » La jeune fille sursauta, puis rougit de plaisir et de timidité. C'était une jolie créature, modeste. Ses cheveux, d'un or terne, avaient été relevés à la hâte, et ses joues étaient d'une fraîcheur qui suggérait des larmes récentes plutôt que des roses. « Oui, madame, dit-elle, je me souviens de vous. Vous vouliez un timbre à 1 penny avec la tête du roi, et madame Larkin disait que le timbre bleu à 2 pence était bien plus fiable, mais vous aviez vos moyens. En général, je le fais, dit Miss Marple en souriant. Une vieille dame pourrait-elle vous demander un mot ou 2, si vous n'êtes pas trop occupé? Je ne m'imposerai pas, seulement j'ai pensé qu'une tasse de thé pourrait vous réconforter. Mary hésita, regarda le chemin comme si une réprimande allait l'atteindre, puis s'écarta. « Une petite question, madame, dit-elle.
L'inspecteur Mallory n'aime pas que des gens du village entrent et sortent. Mais je suppose qu'il ne peut pas s'opposer au thé. Ce n'est pas une preuve, n'est-ce pas? Au contraire, dit Miss Marple, le thé est souvent très révélateur. On voit qui prend du sucre et qui fait semblant de ne pas en prendre. À l'intérieur, la chaumière exhalait une légère odeur de linge humide et de choux bouillis qui s'accrochait à une pauvreté respectable. Sur le vaisselier, quelqu'un avait disposé 2 tasses et soucoupes avec un soin qui semblait s'excuser. Miss Marple s'assit près de la petite grille et regarda Mary s'affairer autour de la bouilloire avec des gestes rapides et nerveux. Ses mains tremblaient. Lorsqu'elle versa le thé en vrac dans la théière, une demi-mesure tomba sur le plateau. « Je suis désolée, » dit Mary en balayant les feuilles. « Ça a été... Bon, c'est un peu dur à dire, mais je suis bouleversée, madame. Elle était très stricte, madame Larkin, mais... Elle m'a laissé ma chance. » « Elle était stricte, » approuva Miss Marple, « mais il existe différentes formes de rigueur. Je me demande si sa rigueur était protectrice. Pour le bureau, le règlement et les fonds publics, ou personnels, pour maintenir les gens à leur place. » Mary laissa échapper un petit hoquet devant cette franchise, puis expira. « Les deux, je crois, » dit-elle. Elle aimait que les choses soient faites avec exactitude, et elle aimait savoir exactement ce que faisaient les gens. Elle tenait un carnet de toutes les irrégularités. Vous savez, des gens qui postèrent des colis plus lourds que ce qu'ils avaient déclaré, ou qui envoyaient des lettres sous 2 noms, ou qui achetèrent des mandats postaux avec de l'argent qui sentait l'alcool. Elle jeta un regard inquiet à Miss Marple. « Je ne devrais pas dire ça. »« Je ne dis pas ça pour être méchante. »« Non, » dit Miss Marple. « Vous le dites parce que c'est vrai, et la vérité est un devoir après la mort de quelqu'un. » Les doigts de Mary, qui avaient de caresser le torchon, s'arrêtèrent. « Alors, je devrais peut-être vous parler de la carte postale à la fête. Je n'ai pas vu qui la lui avait donnée. C'est ce que j'ai dit à l'inspecteur, et c'est vrai. J'étais allé chercher la tirelire dans l'arrière-salle du presbytère, et à mon retour, Madame Larkin était toute raide, la carte à la main, et son visage était tout autre, dur d'une certaine manière, comme si elle avait reçu une gifle. Et M. Six l'a ramassé, et... Oui, il l'a mis dans sa poche, dit Miss Marple. Curieux endroit pour ranger un objet, quand on peut le donner au curé ou à la police. Il a dit que c'était pour l'aménager, murmura Mary. Mais plus tard, au salon de thé, je l'ai entendu demander à M. Denham s'il avait parlé de ces bêtises. M. Denham est devenu blême et a répondu qu'il ne le ferait jamais. Jamais. Et puis... Elle déglutit. Puis Madame Larkin m'a dit que je ne serais peut-être pas nécessaire lundi. Elle a dit qu'elle se débrouillerait avec M. Sykes pour les devoirs. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai rien fait de mal. Non, dit doucement Miss Marple. Non, ma chère, vous ne l'avez pas fait. Elle sirota son thé et contempla l'étroite bande de jardin où les soucis bravaient le matin. Dites-moi, dit-elle, cette carte cramoisie, Madame Larkin a-t-elle déjà reçu quelque chose de semblable? Une couleur vulgaire et un message qui n'était pas destiné à être écrit dans une lettre? Mary secoua lentement la tête, songeuse. Pas comme ça. Mais il y a une lettre il y a 2 semaines. Du papier épais et un timbre étranger. Elle ne l'a pas mise dans le bac de tri public, elle l'a glissée dans son sac à main. Je l'ai vue par hasard. Elle avait un coin déchiré, et il y avait le début du mot « Herc », comme Hercule, mais pas tout à fait. Ça m'a fait penser à un livre de contes. « Herc », dit doucement Miss Marple, et un léger sourire effleura ses lèvres avant de disparaître. Et a-t-elle semblé agitée après? Elle était plus calme, et méticuleuse avec le courrier étranger. Elle a dit à M. Sykes qu'il devait verrouiller le sac postal à 4 heures pile. Il n'a pas apprécié. Non, murmura Miss Marple. Les marguilliers n'aiment généralement pas qu'on leur dise tout à la minute près. Mary la regarda avec une intensité timide. Pensez-vous que M. Denham est coupable, madame? Il a l'air effrayé, mais bon, peut-être que les meurtriers ont l'air effrayés. Oh, les meurtriers ont l'air de ce qui leur va, dit Miss Marple d'un ton doux.
On dirait des épouses de curés et des gardes-chasse. Parfois, on dirait des meurtriers, ce qui est le plus facile et par conséquent le moins courant. Elle posa sa tasse. Puis-je vous demander une dernière petite chose? Madame Larkin avait-elle son propre papier à lettres, des cartes, etc., dans le tiroir près de la balance? Mais la carte cramoisie, je n'ai jamais vu cette couleur en boutique, et Madame Larkin n'aimait pas les couleurs vives. Elle disait toujours qu'une bonne carte devait être crème. Tout à fait, dit Miss Marple. Merci, Mary. Vous avez été très serviable et très courageuse. Lorsque Miss Marple sortit de nouveau dans le chemin, le soleil s'était levé, et avec lui le bourdonnement du village. Les commerces ouvraient, les gens étaient dehors. La journée battait son plein. Elle se dirigea vers l'église. L'église de Rose Hill se tenait un peu à l'écart, comme c'est souvent le cas, comme si elle choisissait de ne pas se mêler aux querelles ordinaires de la rue. Son clocher carré abritait une cloche fiable, et les ifs du cimetière se souvenaient plus qu'ils ne disaient. Miss Marple se fraya un chemin entre les pierres jusqu'à la porte de la sacristie, où elle trouva Harold Six, marguillier, en train de polir les cuivres comme si son salut en dépendait. C'était un homme compact, à l'oreille fine pour les ragots, et dont les cheveux légèrement brillants luisaient faiblement dans la lumière. « Mademoiselle Marple, dit-il avec une joie teintée de prudence, qu'est-ce qui vous amène dans notre petite paroisse? Quelque chose pour l'union des mères? Ou un peu de vérité, monsieur Sykes, dit mademoiselle Marple d'un ton aimable. Vous êtes si doué pour maintenir l'ordre. Je pensais que vous aviez peut-être remarqué quelques petits détails samedi que d'autres ont oubliés. S'il avait été un chat, ses oreilles se seraient dressées. En fait, il se pencha pour paraître à la fois serviable et désintéressé. « On essaie d'être utile, dit-il. Triste affaire avec la pauvre madame Larkin. Bien sûr, j'apporte toute l'aide possible à la police. »« J'en suis sûr, dit Miss Marple. Je me demandais simplement si vous aviez remarqué la qualité de cette carte postale que vous avez eu la gentillesse de prendre. Même de loin, elle m'a semblé étrange. Un certain brillant, comme du vernis. Monsieur Sykes frotta le chandelier avec une vigueur excessive. « Vulgaire, dit-il sèchement. Il a l'air étranger. » Je l'ai immédiatement remis à l'inspecteur Mallory. « Tout de suite, » répéta Miss Marple d'un ton léger. « Mais ne l'as-tu pas d'abord mis dans ta poche ?» Il rougit. « Seulement parce que... » Eh bien, parce que madame Larkin risquait de s'évanouir, et qu'on ne voulait pas que ces dames voient des accusations obscènes s'étaler sur la fête. J'ai agi avec délicatesse. Miss Marple inclina la tête. « La délicatesse est une vertu. Et quelle était l'accusation, monsieur Sykes ?» Il posa le torchon. « Je ne répète pas les saletés. »« Non, » dit Miss Marple. « Mais la saleté, hélas, se répète. Et puis, il y a une tâche. Il faut frotter sans tarder. » Elle le considéra avec une gravité amicale. « Vous avez été un ami de madame Larkin, je crois, au sens où les fonctionnaires sont des amis, comptant, mesurant, insistant sur l'horloge. Elle souhaitait que vous vous occupiez de la comptabilité, m'a dit Mary. » Ses yeux clignèrent. « Mary est une bonne fille, mais il ne faut pas l'écouter en toute chose. Madame Larkin m'a dit, tout à fait par hasard, qu'elle devrait revoir les livres. Quelques irrégularités. Rien de grave. »« Ah, dit Miss Marple, le genre d'irrégularités qui ne sont jamais graves avant d'en être devenues graves. » Il se raidit légèrement. « J'ai ma propre affaire à gérer, Miss Marple. Les comptes de l'Église sont exemplaires. Quant à la poste, madame Larkin en faisait parfois des montagnes. Elle avait un don pour ça. Et pourtant, dit Miss Marple, elle avait aussi un penchant pour la propreté. Pour la vérité, à son avis. Elle prendrait peut-être des notes. Une petite liste. » Monsieur Sykes sourit ironiquement. « Si elle a une liste, la police la trouvera. Et on s'épargnera ces théories villageoises. » Miss Marple laissa passer l'ironie comme on laisse passer une guêpe, en évitant de l'écraser et donc de se faire piquer. « Vous me pardonnerez, monsieur Sykes, dit-elle, si je dis une chose franchement. Quand on met dans sa poche un objet qui ne nous appartient pas, même avec les meilleures intentions, les autres commencent à s'interroger. Vous voyez ?
Elle lui adressa son petit sourire courtois. Et l'étonnement est une culture très dangereuse. Elle le laissa fulminer délicatement au milieu de ses cuivres et se dirigea vers le portail du cimetière. Là, elle s'arrêta, regardant non pas l'église, mais la ruelle au-delà, où l'enseigne du salon de thé oscillait doucement. La deuxième carte postale avait dû être glissée sous cette porte avec intention. Pourquoi là? Pourquoi la nuit? Pourquoi en lettres capitales alors? Que la première avait été, elle en était certaine, d'une autre main. Il y a des motifs dans les motifs, pensa Miss Marple, exactement comme ces horribles papiers peints modernes. On regarde et on ne voit que des volutes. Puis, au bout d'un moment, un crâne ou un visage apparaît. Sa visite suivante fut chez Madame Amelia Grant. Il y a des personnes que l'on ne visite que si l'on a l'énergie d'un saint et la ruse d'un renard, et Madame Grant était de celles-là. Son salon avait la gaieté pesante des pièces, où rien n'est jamais déplacé, car rien n'y est jamais autorisé. Elle reçut Miss Marple avec une gentillesse admirable, et un plateau de sandwich aux angles droits. « Ma chère Miss Marple, s'écria-t-elle, c'est vraiment gentil de votre part de venir me voir. J'ai dit à M. Grant ce matin même, il siège au conseil municipal, vous savez, que si quelqu'un pouvait régler cette affaire, ce serait vous. Vous avez une tête d'acier. Maintenant, comment puis-je vous aider? » « Seulement en me racontant ce que vous avez vu, » dit Miss Marple. « Non pas vos conclusions, chère Madame Grant. Les conclusions viennent plus tard et trahissent souvent leur père. Mais ce que vous avez vu. » Madame Grant haussa les sourcils et croisa les mains. « J'ai vu, » dit-elle avec insistance, « Madame Larkin recevoir une carte postale rouge, écarlate devrais-je dire, de quelqu'un sur les marches du presbytère. Je n'ai pas vu la personne. Il y avait une foule au mât de guirlandes. Elle fixa la carte, sa bouche se serra, et M. Six la lui prit. Je suis convaincu qu'il la protégeait d'une indécence. « C'est très bien de sa part, » murmura Miss Marple. « Et plus tard, poursuivit Madame Grant avec délectation, j'ai vu le jeune Denham près des paniers de tombola, s'adressant à M. Sykes d'un air des plus rebelles. Il est, je le crains, de ceux qui pensent que les règles sont pour les autres. Il doit de l'argent à la femme de son employeur pour un vélo, m'a-t-on dit. En effet. Et avez-vous vu Madame Larkin parler à quelqu'un d'autre ce jour-là? Discrètement, peut-être. Madame Grant hésita, puis sourit, triomphante, à son propre souvenir. Oui. Elle a parlé à Madame Pritchard. Vous ne la connaissez pas, elle est une nouvelle, qui loue le petit cottage près de la gare. Elles étaient dans un coin près du seringa, et la voix de Madame Larkin était très sévère. Celle de Madame Pritchard était, eh bien, avec un accent étranger. J'avoue que je n'approuvais pas ça. Les étrangers, ajouta-t-elle avec la généreuse tolérance de ceux qui ne voyagent pas, sont mieux chez eux. Étrangers? Demanda Miss Marple sur le ton de quelqu'un qui répète un bulletin météo. Italien peut-être? Ou belge? Madame Grant fronça les sourcils devant une telle précision. Je ne saurais le dire avec certitude, répondit-elle. Mais j'ai distinctement entendu. Vous ne devez pas utiliser la poste pour cela. C'était la voix de Madame Larkin. Et Madame Pritchard a dit quelque chose comme « Je suis discrète, madame ». Madame Grant parut satisfaite. Plutôt théâtrale. Tout à fait, dit Miss Marple, même si ce qu'elle ressentait comme un intérêt s'était avivé. Et Madame Pritchard est allée à Rose Hill. 2 mois, dit Madame Grant. Elle reste discrète et reçoit des colis. Beaucoup de colis. Je ne veux pas manquer de charité, mais je ne peux pas être aveugle. Ce n'est pas normal de recevoir des colis les lundis et jeudis sans faute. Miss Marple ne resta que le temps que la politesse exigeait. Elle demanda des nouvelles du biscuit Victoria, accepta une brève allocution sur le sucre à la confiture, puis s'échappa dans l'air libre. En descendant le sentier, elle croisa l'inspecteur Mallory qui approchait d'un pas vif. « Mademoiselle Marple, » dit-il en tirant sur son chapeau, « j'espère que vous n'interrogez pas mes témoins. »« Je n'ai aucune autorité pour interroger qui que ce soit, » dit Miss Marple d'un ton doux. « Je m'enquire seulement de la santé des gens. C'est surprenant ce qui ressort. » Il la regarda avec un respect exaspéré. « On en a assez, dit-il. »
La deuxième carte postale a été imprimée sur du papier bon marché distribué en lot à divers magasins de bord de mer. Il pourrait s'agir de n'importe laquelle parmi une centaine. En lettres capitales, aucune main à retrouver. Quant à la première, je ne l'ai pas encore retrouvée. Les yeux de Miss Marple se posèrent sur son visage. « Oh » dit-elle. « Mais Monsieur Sikes vous l'a donné tout de suite. »« Non » répondit l'inspecteur Mallory en fronçant les sourcils. « Il dit que oui, et je le supposais, mais je ne l'ai pas. Il doit se tromper. Il l'a peut-être donné au vicaire. Je vais vérifier. » Il serra les lèvres. « Nous retenons Denham. Il a écrit une ligne dans un registre le mois dernier à l'encre rouge, une certaine affectation. Voilà votre couleur. Lui et Madame Larkin se sont disputés à ce sujet. Motivation et humeur. Ça suffit pour l'instant. » Miss Marple hocha la tête comme on hoche la tête face à un temps qu'on ne peut pas changer. « Oui, » dit-elle doucement, « c'est toujours suffisant pour l'instant. » Il lui lança un regard perçant, puis se dirigea vers la porte de Madame Grant. Mademoiselle Marple, descendant la porte, se tourna vers la route de la gare. S'il existait une Madame Pritchard au ton étranger et à l'habitude de recevoir des colis, Mademoiselle Marple trouvait que la vie s'améliorait invariablement lorsqu'on la rencontrait plus tôt. Le cottage près de la gare se dressait derrière une clôture basse. Miss Marple entra par le guichet et frappa à la porte avec son parapluie. Au bout d'un moment, elle s'ouvrit sur une femme d'environ 35 ans, impeccable comme un sou neuf, mais avec l'agréable désordre d'un regard chaleureux et d'un châle légèrement glissé. Elle aurait pu être très jolie ou très simple. À présent, elle était tout autre, anxieuse. « Oui, » dit-elle. « Puis-je vous aider ?»« Je l'espère bien, » dit Miss Marple. « Je suis Jane Marple. Je rends visite à de nouveaux voisins dès que possible, même si je ne suis pas vraiment une voisine. Je me demandais si vous pouviez m'accorder un instant, une simple question, et je disparaîtrais comme un fantôme sans importance. » La femme regarda derrière elle comme pour calculer si un secret pourrait être caché à temps, puis s'écarta. Le cottage était nu, quoique propre. Sur la table se trouvait du papier kraft, de la ficelle et un journal étranger plié. L'air était imprégné d'un léger parfum exotique. Ou peut-être n'était-ce que le spectre des pensées de Miss Marple. « Je suis Madame Pritchard, » dit la femme. Le nom ne lui allait pas, comme c'est rarement le cas avec les noms empruntés. « Quelle est votre question ?»« Juste ceci, » dit Miss Marple avec un sourire niais et vieillot. « Pensez-vous que le cramoisi soit théâtral ou vulgaire? J'essaie de déterminer s'il convient aux cartes de Noël. » Pourpre. Le regard de la femme changea, non pas de peur, mais de souvenir. Ça dépend du papier. Le pourpre anglais peut être trop criard. En belge, à l'étranger, on trouve un ton plus profond, comme le vin. « Ah !» dit Miss Marple, sentant le petit clic précis de quelque chose se mettant en place. « Comme du vin. » Il y eut un silence pendant lequel les deux femmes se jaugèrent. Madame Pritchard s'avança la première. « Je dirais, murmura-t-elle, qu'utiliser la poste pour des affaires privées est imprudent. Madame Larkin me l'a dit. Elle n'était pas gentille, mais elle avait raison. »« Vous êtes discret, je pense, » dit Miss Marple. « Je le suis. » Le sourire de Madame Pritchard fut bref et dénué de plaisir. « Mon mari est à Londres pour le travail. Je réalise des travaux d'aiguille pour des dames qui ne souhaitent pas que l'on sache que leurs ourlets sont raccommodés. Ce n'est pas un crime. »« Aucun, » acquiesça Miss Marple, « mais il y a du crime dans le coin, et ça projette des ombres. Avez-vous vu Madame Larkin samedi ? » ?»« Oui, » répondit Madame Pritchard. « Elle m'a dit que mon colis devait attendre car le sac était sur le point de se fermer. J'ai dit que je reviendrais. Elle n'aimait pas mon accent. Les gens n'aiment souvent pas ce qui leur rappelle des endroits qu'ils n'ont jamais visités, » dit doucement Miss Marple. « Une dernière chose. Si une carte postale d'une couleur choquante était glissée sous votre porte la nuit, que feriez-vous ? » ?»« Brûlez-le, » dit simplement Madame Pritchard. « Il y a des messages qu'on ne garde pas. » Miss Marple se leva. « Vous êtes très sage, Madame Pritchard, » dit-elle. « J'espère que Rose Hill sera gentille avec vous. » Elle revint sur ses pas vers la route de la gare. L'après-midi s'était allongé. Dans les haies,
Les ailes des insectes créaient une douce musique. Miss Marple marchait lentement, son parapluie tapotant de temps à autre sur la terre battue, tandis que son esprit avançait beaucoup plus vite, tournant avec précision, comme elle avait observé ses aiguilles pendant tant d'années. Les cartes postales cramoisies formaient un fil. La première carte disparut, un autre, la poche de M. Sikes, un troisième, les rougeurs d'Henry Denham, un quatrième, la lettre étrangère avec Erck, sur le coin déchiré, un cinquième, les colis de Madame Pritchard, un sixième. Des fils, tous, et les fils, lorsqu'on les tire, font parfois tomber un immense rideau. À la porte du presbytère, elle s'arrêta, comme pour admirer le seringa. Un petit garçon avait laissé tomber une bille au bord du gravier, et Miss Marple se pencha lentement pour la ramasser. Elle était rouge, pas cramoisie, mais d'un rouge joyeux ordinaire, et fraîche dans sa paume. Elle la tendit à l'enfant avec un sourire, et ce faisant, elle remarqua une trace sur le poteau blanc du portail, faible, mais bien là. Une empreinte de pouce, ou le spectre d'une empreinte, d'une couleur qui, à son œil averti, désignait autre chose que de la boue. Elle leva les yeux vers le mât de la guirlande, une éraflure dans la corde, un frottement qui aurait pu accrocher une main négligente, une main tachée d'encre, peut-être. Elle resta immobile, presque invisible dans sa petite taille et sa robe grise, écoutant la douce musique de l'après-midi. Puis elle franchit le portail et frappa à la porte du presbytère. Madame Whitmore elle-même répondit, tremblante. « Ma chère Miss Marple, entrez. Nous sommes dans une telle confusion. L'inspecteur est passé et reparti, et je ne sais plus où j'ai mis la clé du buffet. » Les gens remettent toujours leurs clés exactement là où ils les avaient laissées la dernière fois, dit Miss Marple en se laissant faire, et puis ils oublient. Laissez-moi vous préparer une tasse de thé. Tandis qu'elle s'occupait de cela dans la cuisine accueillante, elle demanda, comme on le fait quand le thé infuse, où l'argent de la fête avait été compté, où étaient rangés les livres de réserve de la tombola, et si quelqu'un avait emprunté un stylo. Madame Whitmore répondit joyeusement. Monsieur Sikes avait son propre stylo, un engin horrible qui maculait, et Henry Denham l'a emprunté parce qu'il n'en avait plus. Il y a eu un tel scandale à cause d'une tache sur la feuille de pointage. Le vicaire a dit que ce n'était que de l'encre, mais monsieur Sikes était très en colère. « Vraiment ?» demanda Miss Marple en remuant le pot. « Oh là là, l'encre d'un homme en colère peut voyager très loin. » Elle versa, elle apaisa, elle aida Madame Whitmore à retrouver la clé du buffet exactement là où elle devait être, derrière les sermons, du vicaire. Puis elle prit congé, petite et douce comme toujours, et rentra chez elle par le chemin où les ombres d'aubépine tachetaient le chemin, et où le monde, pour les plus innocents, semblait parfaitement en ordre. Dans le silence du bus, elle était assise, sagement, les mains gantées jointes. Ce qu'elle savait maintenant, c'était ceci. La première carte rouge n'avait pas été donnée à l'inspecteur Mallory. Alors où était-elle? On ment pour de multiples raisons, pour dissimuler sa culpabilité, pour préserver ses petits domaines, pour éviter un scandale qui éclabousserait ses chaussures, et parfois parce que le mensonge leur paraît plus harmonieux que la vérité. Monsieur Sikes avait glissé dans sa poche un objet qui n'était pas le sien. C'était désordonné. Il avait ensuite glissé dans sa bouche une histoire qui n'y avait pas sa place non plus, désordonnée aussi. Tandis que les haies défilaient devant la fenêtre, le regard de Miss Marple s'illumina et se perdit dans le lointain. Le nom sur la lettre déchirée, Erck, lui avait éveillé l'esprit, car elle avait lu, dans une vie antérieure, l'histoire d'un certain gentleman belge qui avait une excellente opinion de ses méthodes. Mais les noms sont souvent des fausses pistes dans les villages anglais. Les méthodes, en revanche, ne le sont pas. Il faut observer la méthode, comment on prend une plume, comment on ferme un sac, comment on empoche une carte, comment on efface. Dans les méthodes, une âme se révèle.
Lorsqu'elle débarqua à St. Mary Mead, elle avait décidé d'une dernière chose à faire ce jour-là, chercher dans son panier à ouvrage un petit objet qu'elle avait autrefois conservé, un buvard sur lequel différentes encres avaient été appliquées par de petites mains lors de la fête paroissiale, 3 étés auparavant, lorsque l'Union des mères avait tenu un stand de calligraphie. Elle pensa comparer une marque avec une autre. De telles comparaisons, avait-elle constaté, donnent souvent le résultat le plus net. Non pas l'éclat d'un éclair, mais la constance d'une couture. Dans son salon, les roses encadraient la fenêtre et les chats d'à côté étaient venus se dorer au soleil, en rang présomptueux, sur son pas. Miss Marple dénoua les cordons de son chapeau et s'assit dans son fauteuil habituel. Sur la petite table près de la lampe, le journal était plié en 2 à la nouvelle de la 2e carte postale. Elle le lissa pensivement. Un autre incident allait se produire. Elle le ressentait aussi clairement que la lourdeur de l'air avant un orage. Le motif n'en avait pas fini avec eux. Quelqu'un qui aimait les fins nettes avait tenté d'y pousser le village. Mais Miss Marple, qui aimait aussi la propreté, mais celle qui dure, l'en empêcherait. Elle reprit son tricot, laissa les aiguilles reprendre leur rythme habituel et regarda le jour s'allonger. Elle se leva et tira les rideaux à moitié. Il y a un moment chaque soir où les ombres révèlent le contenu d'une pièce plus clairement que la lumière. Debout là, sa silhouette menue se détachant sur la dentelle pâle, elle parla très doucement à la pièce vide. « Il va falloir être très prudent maintenant, » dit-elle. Très prudent, en effet. Mon Dieu, comme la nature humaine déteste être découverte. Chapitre 4. Le filet de l'inspecteur mardi matin, l'air de Rose Hill semblait tendu, comme si tout le village retenait son souffle. Les fenêtres s'ouvraient plus tôt que d'habitude. Les rideaux frémissaient plus souvent. La 2e carte postale rouge avait déstabilisé tout le monde. Mais c'est la déclaration de l'inspecteur selon laquelle Henry Denham allait être formellement inculpé du meurtre d'Edith Larkin qui a véritablement divisé l'opinion. Dans les salons de thé, les discussions étaient animées. Certains disaient que c'était enfin la preuve que l'arrogance juvénile menait à la ruine. D'autres soutenaient qu'Henry n'était qu'un garçon nerveux et idiot. Madame Grant, bien sûr, se déclara justifiée. « J'ai toujours su, » déclara-t-elle à son petit cercle, qu'il était téméraire, un commis avec le sens du spectacle, de l'encre rouge, vraiment. Autant se promener avec une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Regardez-moi, je suis un scélérat ». Miss Marple, sirotant son thé à une petite table près de la fenêtre, observait la scène avec une sérénité polie. Elle remarqua que M. Peterson, le boucher d'habitude friand de déclamation, gardait un silence remarquable. Ses grandes mains jouaient avec sa serviette, et il semblait peu disposé à croiser le regard de qui que ce soit. Annonce de l'inspecteur Mallory. À midi, l'inspecteur Mallory convoqua un rassemblement au presbytère. Les villageois, incapables de résister à l'envie d'obtenir des nouvelles de première main, se rassemblèrent avec une impatience qui aurait pu paraître indécente en toute autre circonstance. Miss Marple était assise modestement au dernier rang, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement. Mallory, l'air plutôt fier de lui, s'adressa à la foule avec son ton vif et pragmatique. « Mesdames et messieurs, je ne vous importunerai pas longtemps. La police a agi rapidement. Les preuves pointent clairement vers M. Henry Denham. Il s'était disputé avec la défunte. Il était connu pour utiliser de l'encre rouge. Il avait accès aux tables de fête où la première carte est apparue. De plus, il marqua une pause pour faire effet. Nous avons découvert qu'il devait une somme d'argent à Madame Larkin, qu'elle avait menacé de déclarer à son employeur. Cela, je pense, constitue un motif suffisant. Il y eut des murmures d'approbation, mais aussi quelques regards dubitatifs. Miss Marple pencha la tête, ses aiguilles ne s'arrêtant jamais. Dettes, encre, querelles, oui, tout cela était plausible. Mais elle avait appris depuis longtemps que les explications les plus plausibles n'étaient souvent que des paravents. Un échange silencieux. Après la fin de la réunion, Miss Marple se retrouva à côté de M. Peterson alors qu'il sortait dans le cimetière. « C'est une triste affaire, »
murmura-t-il en regardant partout sauf dans sa direction. Oui, tout à fait, dit doucement Miss Marple. On compatit à la mère du jeune homme, bien sûr. Quelle douleur de voir son fils accusé. Vous connaissez Henry depuis quelques années, je crois? Peterson s'éclaircit la gorge. Il m'apporte des factures de temps en temps. Un type négligent, toujours à griffonner. Ah, dit Miss Marple, mais griffonner à l'encre rouge, on se demande où un jeune employé a pu trouver une telle chose. Peterson lui jeta un rapide coup d'œil inquiet. Peut-être chez un papetier. Ils vendent toutes sortes de bêtises de nos jours. Il s'éloigna précipitamment, laissant Miss Marple l'observer avec une légère curiosité. Une visite chez les Denhams. Cet après-midi-là, Miss Marple se rendit au modeste cottage de Madame Denham, la mère veuve d'Henry. C'était une femme délicate au regard fatigué, mais elle reçut Miss Marple avec chaleur, reconnaissante de sa visite alors que la plupart des villageois se tenaient désormais à distance. « Mon pauvre garçon, dit-elle en se tordant les mains. Il est bête, certes, mais pas méchant. Il ne pourrait jamais mentir sans devenir rouge comme une tomate. S'il avait fait une chose aussi horrible, il aurait tout avoué sur le champ. Je sais qu'il le ferait. » Miss Marple posa une main réconfortante sur la sienne. « Je crois que vous avez tout à fait raison, Madame Denham. Il n'est pas dans la nature d'Henry de commettre un acte aussi sombre. Mais dites-moi, a-t-il depuis longtemps l'habitude d'utiliser cette encre cramoisie ?» Madame Denham parut perplexe. « De l'encre cramoisie ? Oh non. C'était une bouteille que M. Peterson lui avait offerte pour plaisanter à Noël. Il disait que ça égayait les registres ternes. J'ai dit à Henry de ne pas l'utiliser, mais il a insisté sur le fait que c'était inoffensif. » Les yeux de Miss Marple brillèrent imperceptiblement. Elle serra la main de Madame Denham et n'en demanda pas plus. Le murmure des secrets. Ce soir-là, les ruelles de Rose Hill semblaient silencieuses, comme si le village lui-même écoutait. Au coin de la poste, Miss Marple s'arrêta. Un garçon passa à vélo en sifflotant. À une fenêtre du haut, un rideau retomba. Miss Marple resta immobile. Elle repensa au regard inquiet de M. Sykes, à la première carte postale disparue, au colis de Madame Pritchard à l'étranger, et maintenant au cadeau inopportun de M. Peterson. On tirait trop de fils vers des explications bien ficelées. Et ces explications bien ficelées, songea-t-elle, masquaient souvent le flou de la vérité. Quelque part à Rose Hill, quelqu'un attendait, attendant que le village se calme, attendant que les soupçons se portent sur le jeune Henry. Mais la nature humaine, comme le savait bien Miss Marple, a tendance à se trahir au moindre contact. Elle reprit sa marche avec une détermination tranquille. Demain, elle rendrait une nouvelle visite à M. Peterson. Chapitre 5. Une perturbation chez le boucher. Le lendemain matin, le ciel était gris et incertain. Des nuages bas couvraient le village, s'abattant sur les toits de Rose Hill comme pour étouffer son énergie bavarde. À 9 heures, la rue principale grouillait de ménagères portant leurs paniers de provisions pour la semaine, et l'étape la plus populaire, comme toujours, était la boucherie Peterson. À l'intérieur, l'odeur familière de sciure, de viande fumée et le piquant du bœuf frais flottaient dans l'air. M. Peterson, corpulent et le visage rouge, se tenait derrière son comptoir, mais ceux qui le connaissaient bien remarquèrent qu'il n'avait pas sa voix enjouée habituelle ce matin-là. Ses mains tremblaient légèrement en pesant un rôti d'agneau, et un jour il laissa tomber son couteau dans un fracas qui fit s'exclamer Madame Grant, alarmée. Miss Marple, qui avait pris une modeste part de bacon, prit discrètement place au fond. Elle avait l'habitude de paraître discrète dans ce genre de situation, et pourtant de tout remarquer. La gaieté tendue dans les manières de Peterson, la façon dont son regard se posait sur le petit bureau du fond, la raideur de ses épaules, tout cela donnait l'image d'un homme accablé par plus que les affaires de la journée. L'alarme. Soudain, une agitation se fit entendre. Un livreur de lait fit irruption dans le magasin, essoufflé. « Monsieur Peterson, monsieur, de la fumée sort de votre bureau. » Avec un cri, Peterson franchit le rideau. Plusieurs clients se pressèrent, mais Miss Marple, plus rapide qu'on aurait pu le croire, le suivit. Dans le petit bureau miteux derrière le comptoir,
Une corbeille de papier se consumait, une fumée âcre s'élevant en volute. Peterson la tapotait avec un chiffon, le visage rouge. Miss Marple, le regard perçant comme un faucon, remarqua les fragments déjà carbonisés, des lambeaux d'enveloppe, des reçus peut-être, mais un coin portait la tache caractéristique d'encre rouge. « Tu t'en fiches » haleta Peterson. « Un accident. J'ai dû laisser une bougie trop près. » Miss Marple, qui savait que M. Peterson n'avait pas l'habitude de garder des bougies dans son bureau, ne répondit pas. Elle se contenta d'aider à ouvrir la fenêtre et à chasser la fumée, ses petites mains gantées d'une efficacité remarquable. L'inspecteur arrive. En moins d'une demi-heure, la nouvelle s'était répandue, et l'inspecteur Mallory en personne apparut, convoqué par un villageois trop zélé. Il examina les restes calcinés, les yeux plissés. « Qu'est-ce que tu brûlais, Patterson ?»« De vieilles factures, de vieux billets, des bêtises, » s'exclama Peterson. « Je les vide de temps en temps. »« Ça a dérapé, c'est tout. » Mallory fronça les sourcils. « C'est un moment suspect pour ranger, avec une enquête pour meurtre. » Il sembla vouloir insister, mais Miss Marple intervint gentiment. « C'est remarquable, » dit-elle avec douceur. « Comme les accidents arrivent si souvent quand on est perturbé. J'imagine que M. Peterson est plutôt perturbé depuis la mort de la pauvre Madame Larkin. » L'inspecteur lui lança un regard noir, mais ne dit rien. Peterson s'essuya le front, reconnaissant du répit. Une curieuse découverte. Plus tard dans la journée, Miss Marple fit une visite au presbytère sous prétexte de livrer des boutures de rosiers à Madame Whitmore. Tandis qu'on servait le thé, elle demanda, comme par hasard, où étaient rangés les livres de la tombola. « Dans le bureau du vicaire », répondit Madame Whitmore avec empressement. « Monsieur Sykes les a enfermés. Il était très exigeant. Et Henry lui a emprunté sa plume ce jour-là, cette horrible plume rouge. Elle a laissé des taches partout sur la page. » Monsieur Sykes était très contrarié. Miss Marple hocha la tête sereinement. Son esprit, cependant, n'était pas serein du tout. Si les livres de tombola étaient verrouillés, si Henry avait emprunté la plume cramoisie, alors le lien entre l'encre et le garçon était plus faible que Mallory ne le supposait. Et pourquoi, se demandait-elle, Peterson avait-il été si pressé de détruire des bouts de papier? Potin et malaise. Le soir, le village était à nouveau agité. Dans les salons de thé, la rumeur se répandit que le feu avait consumé une carte postale rouge cramoisie, preuve sans doute que Peterson n'en savait plus qu'il ne l'admettait. D'autres affirmaient qu'il s'agissait simplement d'un fouillis, d'un boucher aux habitudes maladroites. Madame Grant, comme on pouvait s'y attendre, déclara qu'il s'agissait d'une nouvelle preuve accablante contre le pauvre Henry, bien qu'elle-même n'ait pas été présente pour le constater. Miss Marple était assise tranquillement à sa table, versant du sucre dans son thé avec un calme délibéré. Elle savait ce que les villageois ignoraient, les tensions se resserraient, et le récit bien ficelé de la culpabilité d'Henry devenait de moins en moins convaincant. Une réflexion privée. Ce soir-là, dans son petit salon de St. Mary Mead, Miss Marple était assise, son tricot sur les genoux, ses pensées tissant plus vite que ses aiguilles. Quelqu'un était déterminé à effacer les traces, à brûler les liens, à détourner les soupçons vers la cible la plus évidente. Cela signifiait que la vérité était dangereuse et qu'elle était dangereusement proche du quotidien de plus d'un villageois. Elle regarda l'horloge, puis le jardin éclairé par la lune. Quelque part, sentit-elle, un autre mouvement allait bientôt se produire. Après tout, la nature humaine ne se repose jamais lorsque les secrets sont menacés. Et à Rose Hill, les secrets étaient partout. Chapitre 6. Les secrets dans l'ombre. Le lendemain, l'aube s'éclaircit, comme si les nuages s'étaient retirés pour laisser libre cours aux rumeurs. À Rose Hill, lorsque l'air s'éclaircissait, les langues s'éclaircissaient aussi. Et en milieu de matinée, il semblait que chaque villageois avait une révélation à partager, la plupart mi-chuchotée, mi-criée, car la frontière entre secret et étalage était ténue. Miss Marple, ayant repris le bus matinal pour Rose Hill, se trouva l'objet de hochements de tête et d'invitations subtiles.
On voulait se confier à elle, même si on s'en rendait rarement compte. Elle accepta avec sa courtoisie habituelle. Un appel par-ci, une pause polie par-là. La vérité, avait-elle observé depuis longtemps, était tissée de multiples fils. La réputation des Pritchard. Son premier arrêt fut le cottage près de la gare, où elle avait déjà parlé avec madame Pritchard. Ce jour-là, les rideaux étaient tirés, et l'allée était inhabituellement propre, comme balayée à la hâte. Madame Pritchard ouvrit la porte avec précaution. « Oh !» dit-elle avec soulagement en reconnaissant Miss Marple. « Je pensais que c'était peut-être... Enfin, peu importe. Entrez, madame. » À l'intérieur, une légère odeur de tabac étranger persistait. Le regard de Miss Marple, comme errant distraitement, se posa sur un manteau posé au dossier d'une chaise. Un manteau d'homme. « Votre mari est revenu de Londres ?» demanda-t-elle aimablement. Madame Pritchard hésita un instant. « Oui. Il est arrivé tard hier soir. »« Et il était là samedi soir ?» ?»« Non, » répondit-elle trop vite, puis s'adoucissant. « Pardonnez-moi, on devient prudent quand on est étranger. Les gens le remarquent. » Le sourire de Miss Marple était doux, mais son regard restait fixe. Ils le font, en effet. Et parfois, ils imaginent plus que ce qu'ils ont en tête. Mais Madame Larkin n'était pas du genre à imaginer, n'est-ce pas? Elle voyait ce que les autres ignoraient. Elle en savait peut-être plus qu'il n'était logique. Madame Pritchard baissa les yeux. Elle m'a menacé, oui. Elle m'a dit de faire attention à ce que j'envoyais et recevais. Mais ce n'était rien de criminel, juste des lettres de famille. Mon mari a des cousins à Anvers, c'est tout. Tout de même, dit gentiment Miss Marple, quelqu'un a pensé que cela valait la peine de proférer une menace d'un autre genre. Les confidentiels du vicaire. Plus tard ce jour-là, au presbytère, mademoiselle Marple rencontra M. Whitmore dans son bureau. C'était un homme aimable, mais qui se sentait parfois gêné lorsque des choses désagréables survenaient. Il frottait des papiers et évitait son regard. « Ma chère Miss Marple, dit-il, je n'aime guère en parler, mais Edith Larkin se confiait à moi de temps à autre. Elle avait des inquiétudes concernant certains membres de la paroisse. »« Des inquiétudes ?» demanda doucement Miss Marple. Il toussa. « L'argent est une question, j'en ai peur. Elle m'a dit que M. Sykes était devenu négligent dans ses tâches comptables. Et il y avait aussi quelque chose chez Peterson, des factures impayées, des inscriptions irrégulières dans le registre de la poste. Elle disait qu'elle avait l'intention de mettre les choses en ordre. C'était une femme redoutable quand on la réveillait. »« Oui, » acquiesça Miss Marple. « Formidable, et peut-être trop directe. Les gens n'apprécient pas toujours qu'on expose leurs faiblesses. » Une rencontre dans la ruelle. Plus tard, alors que Miss Marple marchait dans la ruelle en direction de la rue principale, elle rencontra Henry Denham en personne, temporairement libéré pendant la poursuite de l'enquête. Son visage pâle était tiré, mais son regard s'illumina de désespoir lorsqu'il la vit. « Miss Marple, ils vont me ruiner. Tout le monde dit que c'est moi. Mais je jure que je n'ai jamais écrit ces cartes. Oui, j'ai utilisé de l'encre cramoisie une fois, pour m'amuser. Mais jamais, jamais je ne ferai de mal à Madame Larkin. » Miss Marple posa une main apaisante sur son bras. « Je te crois, Henry. » La vérité finit toujours par éclater, même si cela demande parfois de la patience. « Dites-moi, quelqu'un s'est-il disputé avec Madame Larkin ces dernières semaines ?» Il hésita. « Monsieur Peterson, oui. J'étais au magasin un soir pour payer des saucisses. Il pensait que Madame Larkin avait parlé à l'épicier de ses factures impayées. Il a crié haut et fort qu'elle regretterait d'avoir fourré son nez dans la boutique. Elle lui a lancé son regard noir et s'est éloignée. « Ah !» dit doucement Miss Marple. « Oui, j'imagine. La frustration de l'inspecteur. » Ce soir-là, l'inspecteur Mallory convoqua à nouveau quelques villageois à la salle. Son visage était rouge et sa moustache hérissée d'agacement. « Cette affaire devient insupportable, » déclara-t-il. « D'abord Denham, puis l'incendie de Peterson, et maintenant les rumeurs d'autres personnes. Mais attention, nous aurons une confession avant la fin de la semaine. J'ai fait appel à des experts pour examiner les traces d'encre.
Quant à la première carte postale disparue, elle sera bientôt découverte. Miss Marple, assise sagement au fond, tricotait sereinement. À ses yeux, l'inspecteur Mallory regardait dans la mauvaise direction. Ce n'était pas l'encre qui comptait le plus, ni même les mots inscrits sur la carte rouge. C'était la psychologie de l'acte, qui souhaitait réduire Edith Larkin au silence. Et pourquoi? Miss Marple réfléchit. Plus tard, dans le calme de son salon, Miss Marple posa son tricot et laissa ses pensées tourner autour des découvertes de la journée. Monsieur Sikes, avec ses comptes et sa façon nerveuse d'empocher des preuves. Monsieur Peterson, avec ses factures en souffrance et son feu curieux. Madame Pritchard, avec ses lettres étrangères et ses angoisses soudaines. Chacun avait des raisons de craindre l'attention d'Edith Larkin. Chacun avait peut-être quelque chose à cacher. Mais lequel d'entre eux a eu l'audace de transformer la peur en meurtre? Miss Marple se laissa aller dans son fauteuil. Au cours de sa longue vie, elle avait observé une vérité plus importante que toutes les autres. C'est rarement le suspect le plus évident qui est coupable. La nature humaine, elle le savait, est bien trop subtile pour cela. Et quelque part, sentait-elle, un autre indice attendait d'émerger, quelque chose d'infime, de facilement négligé. Un point de suture déplacé dans la vie du village. Chapitre 7. Le deuxième choc. Jeudi soir, Rose Hill fut à nouveau bouleversée, cette fois par une découverte incontournable. La cloche de l'église devait sonner pour la répétition de la chorale, mais lorsque M. Sikes se rendit à la sacristie pour récupérer les recueils de cantiques, il trouva quelque chose qui l'attendait. Une carte postale rouge cramoisie soigneusement posée sur la chaire, comme si elle avait été déposée là délibérément. La carte ne comportait que 6 mots, imprimés dans les mêmes majuscules que précédemment. Le prochain sera dans le sang. Le tumulte fut immédiat. La chorale se dispersa. Madame Grant poussa des cris perçants, et la pauvre Mary Cottle s'évanouit sur le premier banc. Une demi-heure plus tard, l'inspecteur Mallory arriva, le visage rouge et exaspéré. « Encore un coup monté !» s'exclama-t-il en brandissant la carte. « Preuve, s'il en était besoin, que notre meurtrier a le goût du théâtre. Et preuve aussi qu'Henry Denham a des complices. Un de ses amis est sans doute à l'œuvre. » Mais Miss Marple, qui avait discrètement suivi le tumulte dans l'église, resta immobile, les mains jointes sur son parapluie. Elle remarqua le choix du lieu. Ni la poste, ni le salon de thé, ni même la boutique Peterson, mais la chaire, où les sermons étaient prononcés et les jugements prononcés. Un choix symbolique, s'il en est. Le village en panique. Au matin, le village était en état d'alerte maximale. Les mères gardaient leurs enfants à l'intérieur. Les portes étaient verrouillées plus tôt que d'habitude et, dans les salons de thé, même les voix les plus audacieuses étaient étouffées. On ne parlait plus seulement de scandale ou d'embarras, mais de danger. « C'est un avertissement », déclara Madame Grant, les yeux écarquillés. « Quelqu'un d'autre sera abattu, et ce sera bientôt. »« C'est absurde », grommela Peterson, même si ses mains tremblaient en levant sa tasse. « Des tactiques d'intimidation, c'est tout. Qui que ce soit, ils veulent qu'on saute sur des ombres. »« Peut-être, » dit doucement Miss Marple, « mais les ombres, Monsieur Peterson, sont très révélatrices. Elles révèlent les contours de choses que nous ne voyons pas clairement. » Le boucher lui lança un regard surpris, puis s'occupa de son scone. La visite de Miss Marple au presbytère. Plus tard dans la journée, Mademoiselle Marple retourna au presbytère. Madame Whitmore l'accueillit avec une pointe d'inquiétude. « Ma chère Miss Marple, vous ne pouvez imaginer à quel point c'était horrible. Qu'une telle chose soit placée en chair. Le vicaire dit que c'est un sacrilège. »« Sacrilège, en effet, » murmura Miss Marple, « mais aussi pratique. Voyez-vous, ça garantit que tout le monde en sera informé rapidement. Peu de choses se répandent aussi vite que les ragots d'église. » Madame Whitmore cligna des yeux. « Vous voulez dire que c'était censé être du théâtre ?» Miss Marple sourit faiblement. « Exactement. Les meurtriers, chère Madame Whitmore, apprécient souvent une représentation, mais ils oublient parfois que le public perçoit plus que ce que l'acteur souhaite. Une visite chez Peterson.
Cet après-midi-là, Miss Marple fit une discrète visite à la boucherie. Peterson, bien que courtois, semblait gêné par son apparence. « Vous me pardonnerez mon intrusion, dit-elle, mais je me demandais si vous pourriez m'aider à résoudre une petite curiosité. De l'encre cramoisie, par exemple, une couleur si éclatante. Vous en avez donné à Henry Denham, n'est-ce pas ?» Le visage de Peterson s'empourpra. « Oui, une plaisanterie anodine, rien de plus. »« Tout à fait. Et pourtant il me semble que l'encre rouge s'est avérée être au cœur de cette malheureuse affaire. » Le boucher se tortilla, mal à l'aise. « Coïncidence, c'est tout. Le garçon s'est ridiculisé, et maintenant il en paie le prix. » Miss Marple le regarda avec bienveillance. « Et vous, monsieur Peterson, en payez-vous le prix aussi ?» Ses yeux clignèrent. « Que veux-tu dire ?»« Seulement que tu as semblé très perturbé ces derniers temps. Brûler des papiers, par exemple. Une conscience lourde rend les mains négligentes. » Peterson fulmina, mais il refusa de soutenir son regard. Miss Marple le quitta alors, satisfaite d'avoir semé cette idée. La culpabilité, elle le savait, se trahissait souvent plus par le silence que par les mots. Le reflet de Miss Marple. Ce soir-là, Miss Marple était assise près de sa fenêtre, son tricot inactif sur ses genoux. La troisième carte postale avait tout changé. Le meurtrier était devenu plus audacieux, ou peut-être désespéré. Menacé de mort, s'était attiré l'attention. Et l'attention, pensa Miss Marple, était précisément ce que le meurtrier redoutait le plus. Elle se souvenait de ce que son ancien jardinier lui avait dit un jour. « Les mauvaises herbes poussent mieux dans les coins sombres, mais une fois que vous arrachez le lierre, vous voyez la racine aussi simple que le jour. » Le meurtrier de Rose Hill avait choisi le cramoisi pour une bonne raison. Ce n'était pas seulement une couleur, c'était une signature, une fioriture, un symbole. Et les symboles, Miss Marple le savait, pouvaient être de puissants indices, pour peu qu'on ait la patience de les remonter jusqu'à leur source. Chapitre 8. L'ombre du sang. L'avertissement de la chair restait gravé dans la mémoire de tous. Vendredi, Rose Hill n'était plus le même village qu'une semaine plus tôt. Le joyeux tintement des tasses de thé dans les salons de thé était assourdi. Les enfants jouaient sans enthousiasme dans les ruelles, sous le regard anxieux des mères aux portes des chaumières. Même les fleurs du jardin du presbytère semblaient s'incliner. Miss Marple, assise dans son élégant salon de St. Mary Mead, songea que la peur se répandait précisément comme le meurtrier l'avait prévu. La peur brouillait le jugement, détournait les soupçons et poussait les gens à se raccrocher aux explications les plus faciles. Et pourtant, pensa-t-elle, la peur déliait aussi les langues. Un villageois effrayé était bien moins discret qu'un villageois satisfait. Cet après-midi-là, elle repartit pour Rose Hill. Elle avait le sentiment, et ce sentiment, né d'années d'observation de la nature humaine dans ses formes les plus humbles, était rarement erroné, que l'avertissement de la chair allait bientôt devoir être exaucé. La garden party du presbytère. Le moment était peut-être mal choisi pour que le presbytère organise une petite garden party le vendredi soir, destinée à remonter le moral du village. Madame Whitmore insista pour qu'elle ne soit pas annulée. « Nous devons faire preuve de courage, » déclara-t-elle avec fermeté, « sinon nous succomberons au mal. » Alors, tandis que le soleil déclinait, les voisins se rassemblèrent sous les ifs du presbytère avec du thé et des galettes de graines. On entendit des rires, parfois forcés, et des conversations polies qui remontèrent rapidement aux cartes postales cramoisies. Miss Marple, dans son manteau d'été bleu pâle, était assise tranquillement dans un fauteuil en osier, son tricot sur les genoux, observant les visages tandis que d'autres contemplaient la pelouse. Elle remarqua comment M. Six rôdait près du buffet du vicaire, comme pour le surveiller, comment Peterson riait trop fort à une plaisanterie qu'il semblait à peine entendre, comment Madame Grant s'arrangeait pour se placer au centre de chaque petit groupe, parlant avec délectation des dangers qu'elle-même redoutait. Et puis vint la perturbation, un cri dans les buissons. La fête venait d'être relancée par une nouvelle tasse de thé lorsqu'un cri retentit, celui d'une femme, aiguë et effrayée. Les invités se tournèrent d'un même mouvement vers le bosquet à l'orée du jardin. Quelques instants plus tard,
La jeune Mary Cottle sortit en titubant, pâle comme du papier, les yeux écarquillés de terreur. Elle tenait à la main une carte postale rouge cramoisie. « Il l'a poussée vers moi !» haleta-t-elle. « À travers la haie, une main est passée, je l'ai vue !» La carte vola au sol. L'inspecteur Mallory, invité pour la forme, la ramassa d'un air sombre. On pouvait y lire, en lettres capitales, les mots suivants. « Elle en sait trop ». Des hoquets de surprise s'élevèrent de toutes parts. Certains regardèrent Marie avec pitié, d'autres avec suspicion. Mais le regard de Miss Marple ne se porta pas sur la jeune fille. Il se porta sur la haie elle-même, et l'herbe piétinait au-delà. Quelqu'un s'était tenu là, assez près pour voir le rassemblement, assez près pour choisir sa victime. La frustration de Mallory. « C'est insupportable !» tonna Mallory. « Le coupable se moque de nous, nous insulte en face. Je vais immédiatement faire fouiller les lieux. » Il s'éloigna à grands pas avec 2 agents. Mais le meurtrier, bien sûr, avait disparu depuis longtemps dans l'ombre. Miss Marple, se déplaçant doucement, prit Mary par la main et la conduisit vers une chaise. « Tiens, ma chère, » murmura-t-elle, « assieds-toi et respire. Dis-moi à quoi ressemblait cette main. » Mary secoua la tête, impuissante. « Je l'ai à peine vue. » C'était rapide, une grande main, je crois, brusque, celle d'un homme. Est-ce qu'il y avait une marque ? Une cicatrice, peut-être. Mary hésita, puis murmura. « Il y avait de l'encre, des traces sombres, sur le pouce et les doigts. » Le regard de Miss Marple s'adoucit, mais ses pensées devinrent plus précises. De l'encre, encore. Toujours de l'encre. Observation silencieuse. Lorsque la fête se dispersa dans le désordre, Miss Marple s'attarda un instant dans le jardin, scrutant la haie. Là, sur une brindille cassée, elle découvrit une légère trace, ni de la boue, ni du sang, mais cramoisie, comme si un doigt imprudent y avait laissé sa trace. Elle jeta un coup d'œil vers le chemin qui menait à la rue principale. « Des méthodes, » murmura-t-elle, « toujours des méthodes. La nature humaine peut mentir, mais les habitudes, jamais. » L'ombre s'épaissit. Cette nuit-là, Rose Hill était agitée. Les lampes brûlaient plus tard que d'habitude, les portes étaient verrouillées, et même les chiens semblaient inquiets. Mary Cottle, la pauvre enfant, était au centre de prières murmurées et de spéculations angoissées. Pourquoi avait-elle été choisie? Que savait-elle? Et Miss Marple, de retour dans son paisible salon de St. Mary Mead, réfléchissait à cette même question. Mary était innocente, timide, inoffensive. À moins que Madame Larkin ne lui ait confié quelque chose avant sa mort. Un mot, une allusion, un mot, quelque chose que Mary elle-même n'aurait peut-être pas compris, mais que le meurtrier redoutait. Les cartes postales écarlates avaient cessé d'être un simple spectacle. Elles étaient devenues un piège, non pas pour le village, mais pour la seule personne qui pourrait détenir le fil conducteur. Miss Marple plia soigneusement son tricot, le mit de côté et regarda les roses au clair de lune grimpant sur son treillis. « La prochaine, » murmura-t-elle doucement, « ne sera pas une menace, ce sera une tentative, et nous devons être prêts. » Chapitre 9. Ce que Mary savait. Le lendemain de la fête du presbytère, Rose Hill semblait inhabituellement calme. Les commerçants ouvraient tard, les rideaux restaient tirés, et le fracas habituel des chariots de lait dans la ruelle semblait atténué, comme si le village lui-même attendait un événement terrible. Miss Marple, cependant, n'attendit pas. À 9 heures, elle remontait le petit chemin qui menait au cottage Cottle. Elle avait organisé une visite chez Mary sous le gentil prétexte d'apporter de l'eau de lavande. Si apaisante pour les nerfs, ma chère enfant. Mary la reçut timidement, encore pâle du choc de la veille. Le petit salon sentait légèrement le lait bouilli, et un géranium solitaire pendait sur le rebord de la fenêtre. « Vous êtes très gentille, Miss Marple, » dit Mary d'une voix faible en acceptant la petite bouteille en verre taillé. « Je ne sais pas comment je vais me rendormir. » Miss Marple sourit doucement.
Le sommeil revient quand l'esprit est apaisé. Et je pense, ma chère, que le vôtre est troublé non seulement par la nuit dernière, mais aussi par autre chose. Une chose que madame Larkin vous a dite un jour. Une chose que vous n'avez peut-être pas jugée importante sur le moment. » Les mains de Mary se crispèrent sur ses genoux. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis murmura. Elle m'a dit, 2 jours avant sa mort, qu'elle avait découvert la main écarlate. Elle a dit que ça ferait vraiment beaucoup de peine. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. J'ai pensé que c'était peut-être juste une de ses expressions. « La main écarlate ?» répéta doucement Miss Marple, les yeux plissés. « A-t-elle donné plus d'explications ?» Mary secoua la tête. « Non, juste qu'elle devait garder ses notes en sécurité. Elle a dit qu'elle les avait cachées là où personne ne penserait à les regarder. » Visite de l'inspecteur Mallory. Peu de temps après, l'inspecteur Mallory arriva chez les Cottle, les bottes boueuses et la moustache hérissée. « Eh bien, Miss Marple, vous vous renseignez encore, hein ?» dit-il brusquement. « Je suis venu poser quelques questions à Mary. Cette histoire de carte postale est en train de devenir incontrôlable. » Miss Marple inclina la tête. « Soyez doux, inspecteur. » L'enfant a eu assez peur. Mallory renifla, puis se tourna vers Mary. « As-tu vu le visage de cet homme hier soir ?»« Non, monsieur. Seulement sa main. Il y avait de l'encre dessus. » Mallory fronça les sourcils. « Encore de l'encre. Toujours de l'encre. On dirait qu'elle est cramoisie. » Mary hésita. Ça avait l'air sombre. Peut-être cramoisi, je n'en suis pas sûr. Inutile, marmonna Mallory en faisant les 100 pas. Et ces histoires de notes cachées, rien de plus. Mais l'expression de Miss Marple était sereine. Elle en avait assez entendu. Le carnet caché. Cet après-midi-là, tandis que Mallory poursuivait bruyamment ses investigations dans la rue principale, Miss Marple suivit un chemin plus calme. Elle se rendit au bureau de poste fermé à clé, désormais sous scellé. L'agent de service, familier depuis longtemps de sa douceur, lui permit d'y jeter un bref coup d'œil. Seulement pour récupérer un parapluie égaré, comme elle le prétendit. À l'intérieur, l'air était vicié par l'inactivité. Le regard de Miss Marple parcourut rapidement les étagères bien rangées, les balances bien rangées, les tiroirs où avaient été rangés timbres et cartes postales. Puis son regard se posa sur l'étroit rebord au-dessus des casiers de tri. Là, caché derrière un pot de cire à cacheter, se trouvait un petit carnet marron. Elle le glissa d'un geste prudent. La couverture était sans nom, mais à l'intérieur se trouvaient des rangées de notes étroites et anguleuses, écrites dans la main d'Edith Larkin. Nom, date, petits chiffres, remarques énigmatiques. Peterson, factures en souffrance, poissonnier et épicier, menace de divulgation Sykes, divergence, compte-rendu de l'église, plume empruntée, cramoisie, Madame Pritchard, lettres étrangères, correspondance avec Anvers, colis pour Londres HD, garçon stupide, encre cramoisie, insouciant, à réprimander, et au bas d'une page, d'une écriture plus ferme, la main cramoisie sera exposée. Miss Marple remit le carnet aussi soigneusement qu'elle l'avait pris. C'était clair maintenant. Edith Larkin avait connu les secrets de plus d'une personne. Mais laquelle d'entre elles l'avait suffisamment craint pour la faire taire? Un quasi-accident. Ce soir-là, alors que Miss Marple retournait par le chemin vers l'arrêt de bus, elle s'arrêta près de la haie, où la carte postale avait été tendue à Mary. Le sol était humide, la terre meuble. Elle se pencha délicatement, le regard vif malgré la lumière déclinante. Là, une empreinte de pas plus grande que la sienne s'enfonçait profondément, et près d'elle, l'éclat d'un objet métallique. Elle se pencha et récupéra un stylo-plume, la plume encore tachée d'encre cramoisie. À cet instant, un bruissement se fit entendre dans la haie. Miss Marple se redressa, son parapluie légèrement levé. Une silhouette imposante s'élança sur le chemin, disparaissant dans l'ombre, avant qu'elle puisse apercevoir son visage. Elle se tenait immobile, le stylo à la main. « Oui, » murmura-t-elle doucement,
Le piège se resserre, et il est presque sur moi. Miss Marple réfléchit. De retour à St. Mary Mead, elle déposa le stylo taché de pourpre près de son tricot. Le meurtrier avait failli être pris sur le fait, peut-être en train d'observer, peut-être en train de tenter de récupérer des preuves, peut-être même en osant la réduire au silence. Mais elle n'avait pas peur. La nature humaine, songea-t-elle, est comme une chaussette mal reprise, tirée sur un fil qui dépasse, et tout se défait. Elle enfila son aiguille calmement. « La main écarlate, » murmura-t-elle. « Je crois peut-être que je commence à la voir. » Chapitre 10. Une tentative de meurtre. Le samedi apporta un silence gêné. Les villageois vaquaient à leurs occupations, le regard rivé nerveusement sur leurs épaules, comme s'ils s'attendaient à l'apparition d'un autre message rouge vif. Le bureau de poste restait fermé, sa porte scellée rappelant silencieusement le sombre destin d'Edith Larkin. Et dans les salons de thé, où les ragots coulaient généralement plus librement que les théières, les voix étaient étouffées. Miss Marple, cependant, évoluait sereinement dans le village, comme si la tempête de peur ne la troublait pas. Elle s'arrêta pour admirer une rose dans un jardin de campagne, s'enquit de l'atout d'un enfant, et accepta avec des remerciements polis une part de gâteau aux graines de Madame Grant, bien que son esprit, sous le calme apparent, travaillait activement. Le carnet qu'elle avait découvert à la poste, avec ses petites notes accablantes, était la preuve suffisante qu'Edith Larkin en savait trop. La question n'était plus qui avait raison pour la faire taire, mais lequel d'entre eux a eu la cruauté d'agir. Une visite à la boutique Peterson. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit une nouvelle visite chez le boucher Peterson. Elle demanda une modeste côtelette, mais tandis que Peterson l'emballait, son regard se posa sur ses mains. Ses ongles étaient légèrement tachés de rouge, une décoloration que l'eau et le savon n'avaient pas encore complètement effacée. « Vous êtes plus occupé que jamais, monsieur Peterson, » remarqua-t-elle doucement. Il grogna. « Il faut manger, Miss Marple, meurtre ou pas. La vie continue. »« C'est vrai, » dit-elle doucement. « Et la vie, tu sais, laisse peu de traces. De l'encre sur les doigts, de la cendre dans une grille, même un stylo égaré dans une haie. » Peterson sursauta. « Que veux-tu dire ? » « Seulement que chacun fait les plus petites choses d'une manière qui lui est propre, » répondit Miss Marple avec un sourire faussement doux. « On pourrait presque dire que les habitudes nous trahissent. » Son teint s'intensifia et il lui fourra le paquet dans la main. « Ce sera 6 pence. » Miss Marple paya, hocha poliment la tête et sortit dans la rue. Elle ne se retourna pas, l'attaque dans la voix. Le soir tomba, et avec lui un silence régnait sur Rose Hill. La plupart des portes furent fermées à cléteaux et des lampes allumées derrière les rideaux tirés. Miss Marple, cependant, choisit de faire une promenade tranquille le long du chemin bordé de haies en direction du cimetière. À mi-chemin, elle s'arrêta, comme pour ajuster la bandoulière de son sac à main. La ruelle était déserte. Puis, un pas rapide et lourd derrière elle. Avant qu'elle puisse se retourner, une silhouette surgit de l'ombre, un bras levé. Dans sa main brillait un morceau de fer, celui que les bouchers utilisent pour aiguiser leurs couteaux. Miss Marple trébucha délibérément sur le côté, son parapluie se levant brusquement avec une force surprenante. Le coup s'abattit sur la haie, et la silhouette jura d'un son guttural et bas. À cet instant, la lumière de la lune éclaira sa main, des doigts épais, tachés d'encre rouge. Des cris ont retenti. 2 jeunes de la chorale, rentrant chez eux après une répétition, avaient entendu la bagarre. L'agresseur a pris la fuite et a disparu dans la nuit par un chemin de traverse. Les enfants de chœur aidèrent Miss Marple à se redresser. Elle était calme, la voix posée. « Merci, mes chéris. Ce n'est rien. Mais vous comprenez maintenant, cet avertissement n'était pas une menace en l'air. » La fureur de l'inspecteur Mallory plus tard, dans la sécurité du presbytère, l'inspecteur Mallory marchait furieusement. C'est intolérable. Une attaque contre Miss Marple elle-même, ce scélérat sera pendu, quel qu'il soit.
Nous fouillerons ce village de fond en comble. » Miss Marple était assise tranquillement, sirotant le thé que Madame Whitmore lui avait servi. Son expression était plus pensive que troublée. « Je pense, inspecteur, dit-elle doucement, que vous cherchez peut-être mal. Les actes audacieux sont souvent destinés à tromper. Il faut plutôt chercher les petites habitudes constantes. La façon dont un homme tient ses comptes, dont il brûle ses papiers, l'encre qu'il choisit d'utiliser. C'est dans ces détails que se cache la vérité. » Mallory renifla. « Des habitudes et des détails. Il nous faut des preuves solides. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent faiblement. « Oh, mais inspecteur, vous l'aurez. Très bientôt. Car le meurtrier est devenu imprudent, et les imprudents trébuchent toujours. » Miss Marple réfléchit. Ce soir-là, de retour dans son petit salon de St. Mary Mead, Miss Marple laissa tomber son tricot. Elle savait désormais avec certitude qui avait manié la plume cramoisie, qui avait réduit Edith Larkin au silence et qui avait failli la tuer dans le chemin. Ce n'était pas encore le moment de parler, mais bientôt, très bientôt, elle tendrait son petit piège, un piège tissé non pas avec des filets ou des cadenas, mais avec de la psychologie, avec la connaissance que la nature humaine ne peut s'empêcher de se trahir. Elle joignit les mains, l'air serein. « Oui, » murmura-t-elle, « le schéma est clair maintenant, et demain, les fils se resserreront. » Chapitre 11. Le piège est tendu. Le dimanche matin, Rose Hill était à fleur de peau. Après l'attentat contre Miss Marple, les gens osaient à peine parler plus bas. L'assistance à l'église était exceptionnellement nombreuse, même si les prières murmurées visaient moins le réconfort spirituel que la sécurité terrestre. Les regards se portèrent vers la chaire où avait été déposé le dernier avertissement rouge, s'attendant presque à voir apparaître une autre carte. Miss Marple, sagement assise sur un banc au fond, écoutait, la tête baissée, le vicaire prononcer son sermon sur la patience et le courage. Pourtant, son esprit était occupé par d'autres choses. Elle était arrivée à sa conclusion. La main du meurtrier était évidente. Il ne restait plus qu'à le convaincre de la montrer au village et à l'inspecteur, afin de dissiper tout doute. Un mot avec l'inspecteur. Après le service, Miss Marple s'attarda dans le cimetière jusqu'à ce que l'inspecteur Mallory s'approche, vif comme toujours, mais clairement frustré par son manque de progrès. « Je suppose que vous êtes venu me dire que vous avez tout résolu en remarquant un dé à coudre tombé, » dit-il à moitié bourru, à moitié amusé. Miss Marple sourit gentiment. « Non, inspecteur. J'aimerais simplement votre aide pour une petite expérience. Si vous pouviez réunir M. Sykes, M. Peterson et Mme Pritchard au presbytère demain soir, je pense que nous pourrions régler l'affaire. Amenez aussi Henry Denham, pour être complet. Cela ressemblera à une simple discussion sur les comptes de la fête. On est toujours plus insouciant quand on se croit à l'aise. » Mallory fronça les sourcils. « Un tour de passe-passe ?»« Une très vieille théorie, » dit Miss Marple d'un ton doux. « Celle qui ne s'appuie pas sur des preuves, mais sur la nature humaine. Et je n'ai jamais vu la nature humaine faillir. Une visite à Marie. » Cet après-midi-là, Miss Marple rendit une nouvelle visite à Mary Cottle. La jeune fille était toujours pâle, mais plus calme, reconnaissante pour l'eau de lavande et la présence constante de Miss Marple. « Ma chère, » dit doucement Miss Marple, « vous avez été très courageuse. Demain soir, je vous prie de rester tranquillement assise dans le salon du presbytère pendant notre réunion. Vous n'avez rien à dire, écoutez simplement. Car c'est vous, vous le savez, que notre meurtrier craint le plus. » Mary haleta. « Moi ? Mais pourquoi ? » « Parce que vous avez été le dernier à entendre Madame Larkin parler de la main écarlate. Les meurtriers craignent rarement ceux qui les accusent directement, mais ils craignent le témoin qui se souvient d'une petite vérité oubliée. » Les lèvres de Mary tremblaient, mais elle hocha la tête. « Si tu penses que ça peut t'aider... » « En effet, » dit Miss Marple, « la tempête qui se prépare. » Tout au long de la journée, Miss Marple se prépara en silence. Elle demanda à la femme du vicaire une disposition particulière des chaises dans le salon,
afin que chacun soit assis près d'une petite table avec du papier à écrire et des stylos. Pour prendre des notes, expliqua-t-elle. Elle demanda que le thé soit servi à 7h30 précises. Elle apporta elle-même un petit buvard d'apparence anodine, qu'elle plaça près du buffet. Le soir venu, le village était à nouveau en effervescence. Certains disaient que Miss Marple avait été attaquée parce qu'elle en savait trop. D'autres insistaient sur le fait qu'il s'agissait d'une simple coïncidence. Madame Grant, bien sûr, déclara haut et fort qu'elle était certaine de la culpabilité d'Henry Denham, même si elle aspirait secrètement à une invitation à la réunion. Miss Marple était assise dans son salon, tricotant sereinement, tandis que l'horloge approchait de l'heure. Demain, songea-t-elle, la vérité éclaterait au grand jour. Elle pensa à Edith Larkin, au regard perçant et intransigeant, réduite au silence parce qu'elle avait menacé de dénoncer la malhonnêteté. Elle pensa aux cartes postales écarlates, aux doigts tachés d'encre, aux papiers brûlés à la hâte, et elle pensa au meurtrier qui, par ses propres habitudes, se trahirait bientôt au-delà de tout déni. Elle plia soigneusement son tricot, le posa et se leva. « Oui, murmura-t-elle, le piège est prêt. Il ne manque plus que la souris. » Chapitre 12. Le rassemblement au presbytère. Le soir suivant arriva avec une attente modérée. Une pluie fine s'était mise à tomber, cette fine bruine qui scintille sur les haies et humidifie le chemin de gravier. Les lampes brûlaient chaleureusement dans le salon du presbytère, où Madame Whitmore avait disposé les chaises comme Mademoiselle Marple l'avait demandé. Le service à thé était prêt sur une table d'appoint, fumant doucement, et chaque petite table portait une feuille de papier à lettres et un stylo. L'inspecteur Mallory se tenait près de la cheminée, les bras croisés, la moustache hérissée de scepticisme. « Eh bien, Miss Marple, murmura-t-il, j'espère que ce n'est pas encore un de vos cercles de tricot déguisés. » Mes hommes sillonnent le village à la recherche de véritables indices. Miss Marple sourit sereinement. « On verra bien, inspecteur, on verra bien. » Les invités arrivent. Les suspects sont arrivés un par un. Monsieur Harold Sykes, raide et prétentieux, se plaignit immédiatement du temps humide et s'installa lourdement dans son fauteuil. Monsieur Peterson, le visage rouge et inquiet, évitait le regard de tout le monde et s'essuyait le front avec un grand mouchoir. Madame Pritchard, gracieuse mais anxieuse, retira ses gants avec des doigts tremblants et resta assise très immobile, son châle tiré près d'elle. Henry Denham, pâle et maladroit, semblait presque soulagé d'être inclus, comme si sa présence ici pouvait plaider en faveur de son innocence. Et enfin, le pauvre Mary Cottle, assise tranquillement près du coin, serrant ses mains mais déterminée à jouer son rôle. On versa du thé, on échangea des remarques polies, et l'atmosphère était curieusement tendue. Le bourdonnement de la vie ordinaire du village se heurtait à une terreur inexprimée. L'expérience. Une fois les tasses débarrassées, Miss Marple se leva, légèrement appuyée sur son parapluie. Sa voix était douce, mais claire. « Mes chers amis, commença-t-elle, nous sommes ici pour réfléchir aux événements désagréables qui ont frappé la pauvre Madame Larkin, et à nous-mêmes, car son meurtrier est toujours parmi nous. Je pense que vous conviendrez qu'il vaut mieux être franc. » Un frémissement parcourut la pièce. Mallory fronça les sourcils, mais ne dit rien. « À cet effet, poursuivit Miss Marple, j'aimerais que chacun de vous me rende un petit service. Sur les papiers qui vous sont présentés, veuillez écrire « La main cramoisie ». Cela nous aidera à envisager la question plus directement. Un exercice peut être absurde, mais parfois, les choses les plus simples sont celles qui donnent le plus. Il y eut un murmure de surprise, mais un par un, ils obéirent. Les plumes grattèrent faiblement. Le seul bruit était le tic-tac de l'horloge du vicaire. Miss Marple se déplaçait doucement parmi eux, ramassant les feuilles comme si c'était la tâche la plus naturelle du monde. Son regard parcourait les lettres, les formes des mots, et plus particulièrement, les traces laissées par les plumes. Enfin, elle déposa les feuilles sur le buvard près du buffet,
et les pressa doucement l'une contre l'autre. Puis, de sa voix douce, elle dit « Merci, c'est tout. Vous pouvez vaquer à vos occupations, sauf bien sûr l'un d'entre vous qui ne peut aller nulle part. » La tension monte. Il y eut un silence si profond que le crépitement de la pluie sur la fenêtre parut assourdissant. Monsieur Six s'agita, mal à l'aise. Les lèvres de madame Pritchard tremblèrent. Henry Denham rougit. Le visage de Peterson s'assombrit encore, et ses larges mains se crispèrent sur les accoudoirs de son fauteuil. « C'est quoi toutes ces bêtises ?» aboya-t-il. « Un jeu d'enfant ? Écrire des mots sur du papier ne permettra pas d'attraper un meurtrier. » Miss Marple tourna son regard vers lui, douce mais ferme. « Oh, mais c'est vrai, monsieur Peterson. Les meurtriers, voyez-vous, ne peuvent s'empêcher de se trahir par leur méthode. Tout comme vous n'avez pas pu vous empêcher de laisser de l'encre rouge sur vos doigts, sur vos papiers, sur la haie où vous avez tendu une carte postale à Mary Cottle. Et tout comme vous n'avez pas pu vous empêcher de brûler le carnet d'Edith Larkin en réalisant ce qu'elle avait écrit sur vous. » Peterson se leva à moitié de sa chaise, puis se laissa retomber, le teint marbré. « Vous n'avez aucune preuve, » grogna-t-il. « Au contraire, » dit doucement Miss Marple, « la preuve est là, dans votre écriture, dans la trace de pourpre encore humide sur vos doigts, dans la plume même de votre stylo. La main pourpre n'était pas un symbole, monsieur Peterson. C'était vous. » L'inspecteur Mallory s'avance. Mallory s'avança rapidement vers Peterson, l'air sombre. « Alors, Peterson, tu as quelque chose à dire ?» La forte carrure du boucher s'affaissa. Il enfouit son visage dans ses mains. « Elle ne voulait pas lâcher prise, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Toujours indiscrète, toujours menaçante de tout dire. Mes comptes. Oui, je devais de l'argent. J'avais l'intention de payer, à temps. Mais elle s'est moquée de moi, disant qu'elle écrirait à l'épicier, à l'église, et même à la famille de ma femme. Je me suis emporté. Je n'avais jamais voulu la tuer, seulement lui faire peur. Mais quand elle a halté et est tombée, il s'interrompit, la voix étranglée. Mary Cottle laissa échapper un petit sanglot. Henry Denham se renversa dans son fauteuil, pâle de soulagement. Madame Pritchard fit discrètement le signe de croix. Miss Marple croisa les mains. « Un meurtre, monsieur Peterson, n'est jamais un accident. Il commence bien avant l'acte lui-même, dans la fierté, le ressentiment, la peur d'être découvert. C'était le cramoisi qu'on ne pouvait jamais laver de ses mains. Le piège se referme. » L'inspecteur Mallory fit signe à ses hommes, qui s'avancèrent pour emmener Peterson. Le boucher se leva lourdement, comme si sa forte corpulence était soudain devenue un fardeau. Il ne protesta pas. Alors que la porte se refermait derrière eux, le silence régna dans la pièce. Puis Henry Denham prit la parole, la voix tremblante mais reconnaissante. « Merci, Miss Marple. Vous m'avez sauvé. » Miss Marple sourit faiblement. « Non, Henry. Tu t'es sauvé en étant trop stupide pour être méchant. Un meurtre exige du calcul, et tu n'en as pas l'habitude. Notre ami Peterson, hélas, en avait à la fois l'habitude et l'occasion. Edith Larkin le savait. Et maintenant, nous aussi. » Chapitre 13. Miss Marple explique. Le salon du presbytère était encore chargé d'énergie, bien que Peterson ait été emmené. Madame Whitmore se tordait les mains, murmurant des prières de gratitude, tandis que Mary Cottle restait immobile, comme si le monde était devenu trop lourd pour elle. Henry Denham s'agitait avec incertitude sur sa chaise, pâle mais enfin libéré de tout soupçon. L'inspecteur Mallory s'éclaircit la gorge. « Eh bien, mademoiselle Marple, il semble que vous aviez raison, même si j'avoue que je ne comprends pas comment vous avez reconstitué tout ça. Si vous vouliez bien... » Miss Marple sourit faiblement, comme si elle hésitait à se mettre en avant, mais elle croisa les mains sur ses genoux et parla. « Les cartes postales écarlates, commença-t-elle doucement, étaient destinées à effrayer et à semer la confusion. Edith Larkin reçut la première à la fête, en public, où elle allait lui infliger la plus grande humiliation.
Elle mourut avec cette carte sur les genoux, ce qui prouvait qu'il ne s'agissait pas d'une simple farce. Elle était destinée à la désigner comme une cible. La deuxième carte postale, laissée au salon de T, visait à prouver qu'Henry Denham, bien que suspecté, ne pouvait être le seul coupable, augmentant ainsi la confusion et prolongeant le jeu. Et la troisième, lancée à la pauvre Mary Cottle, était un acte de désespoir. Peterson réalisa alors que Mary avait entendu Edith parler d'El-Amen cramoisi. Il avait l'intention de la faire taire, tout comme il avait fait taire Edith. Mary frissonna légèrement et l'expression de Miss Marple s'adoucit. L'encre. L'encre cramoisie était la clé. Elle était inhabituelle, trop théâtrale pour un usage quotidien. Le jeune Henry en jouait bêtement, et Peterson laissa habilement le village éveiller les soupçons. Mais Peterson lui-même avait donné l'encre à Henry au départ. Une plaisanterie, disait-il. En fait, cela lui permettait de garder ses propres réserves discrètement, car lui seul continuait à l'utiliser. Les taches d'encre l'ont trahi. Sur les cartes postales, sur la haie, même sur ses mains. Les habitudes, voyez-vous, sont difficiles à dissimuler. Un boucher peut bien frotter le sang, mais il oublie que l'encre laisse sa propre trace. Le motif quant au mobile, poursuivit Miss Marple. Edith Larkin tenait son petit carnet. Elle notait les factures impayées de Peterson, ses querelles et ses menaces. Elle avait l'intention de le dénoncer, comme elle l'avait prévenu. Pour un homme orgueilleux, craignant la ruine, c'était intolérable. Il l'a affrontée, peut-être seulement pour l'effrayer. Mais lorsqu'elle s'est effondrée, sous le choc ou sous un coup, il a réalisé trop tard ce qu'il avait fait. Il a alors tenté de brouiller les pistes. Il a détruit des papiers, mis le feu à sa corbeille de bureau, inventé des cartes postales pour éveiller les soupçons. Mais la tromperie a tendance à se multiplier. Il est devenu imprudent, et c'est ainsi qu'il s'est trahi. Le piège. Les yeux de Miss Marple pétillèrent faiblement. Ce soir, je vous ai demandé à tous d'écrire les mots « la main cramoisie ». Ce n'était pas seulement l'écriture que je voulais voir, mais la façon dont l'encre réagissait sous la pression, le maculage insouciant, la trace révélatrice sur le pouce. Peterson s'est trahi une fois de plus, comme il l'avait fait à la fête, au salon de thé et dans la ruelle lorsqu'il m'avait attaqué. Il y eut un silence. Même l'inspecteur Mallory semblait apaisé. « Ça a l'air simple, à ton avis, » murmura-t-il. Mais ce n'était pas simple du tout. « La vie est rarement comme ça, » dit doucement Miss Marple. « Mais la nature humaine, inspecteur, est invariable. L'orgueil, la peur, le ressentiment, voilà les vraies taches d'encre, et aucun frottage ne les enlève. » Relief et réflexion, Mary Cottle pleurait doucement, soulagée mais bouleversée. Henry Denham, bien que pâle, semblait soulagé. Madame Pritchard se signa et murmura dans sa propre langue. L'inspecteur Mallory hocha brusquement la tête. « Eh bien, mademoiselle. »« Marple, vous avez encore mérité vos lauriers. Nous allons nous occuper de Peterson. Les assises s'occuperont de lui bien assez tôt. » Miss Marple se leva et lissa sa jupe. « Et peut-être, inspecteur, Rose Hill dormira-t-elle mieux ce soir ? On ne peut s'empêcher d'éprouver une certaine pitié. Car M. Peterson, lui aussi, n'était qu'un homme vaincu par la faiblesse. Edith Larkin, aussi perspicace fût-elle, aurait pu vivre plus longtemps si elle avait moins hésité à la révéler. Mais bon, son regard devint pensif. C'est aussi la nature humaine. Chapitre 14. Conséquences à Rose Hill. Dans les jours qui suivirent à l'arrestation de Peterson, Rose Hill recommença à respirer malgré une légère brise de malaise. Les boutiques ouvrirent leurs portes avec moins d'hésitation, et les enfants recommençaient à jouer aux billes dans les ruelles, mais les voix se réduisaient encore à des murmures en passant devant la boucherie fermée. On évoquait les cartes postales écarlates avec un frisson, puis on les mettait de côté comme les reliques désagréables d'un rêve. Dans les salons de thé, où une semaine auparavant, les spéculations allaient à bon train, la conversation s'orienta résolument vers des sujets plus sûrs. La qualité des conserves de Madame Grant, les fuites incessantes du toit de l'église,
la question de savoir si le curé devait commander de nouveaux recueils de cantiques. Pourtant, sous-jacent à tout cela, on reconnaissait discrètement que leur village, si petit et si ordinaire, avait abrité violence et tromperie. Rose Hill, comme St. Mary Mead avant lui, ne serait plus jamais tout à fait le même. Mary Cottle. Mary Cottle reprit ses modestes fonctions à la poste dès sa réouverture sous une direction temporaire. Elle fut traitée avec une bienveillance renouvelée, car son épreuve lui avait valu la sympathie même de ceux qui l'avaient autrefois négligée. Miss Marple, lui rendant visite un après-midi, la trouva plus calme, quoique toujours pensive. « Je ne peux m'empêcher de penser, Miss Marple, » dit Mary doucement, « que Madame Larkin voulait nous protéger, à sa manière. Elle était sévère, certes, mais elle gardait l'ordre. » Miss Marple hocha la tête. « Elle croyait aux règles, ma chère, et les règles peuvent être réconfortantes, mais elles peuvent aussi susciter du ressentiment. Souvenez-vous-en lorsque vous tiendrez vos comptes. L'ordre est admirable, mais la gentillesse préserve la paix. » Marie a promis qu'elle s'en souviendrait. Henry Denham. Le jeune Henry Denham, lavé de tout soupçon, arpenta à nouveau les ruelles, la tête un peu plus haute. Pourtant il affichait l'air abattu, comme si l'ombre de sa quasi-perte avait laissé une trace indélébile. Miss Marple le rencontra par hasard près du cimetière. Il rougit à sa vue et balbutia sa gratitude. « Vous avez cru en moi alors que personne d'autre ne l'avait fait, Miss Marple. Je ne l'oublierai jamais. Je vais travailler dur maintenant, promis. Plus de bêtises. » Elle sourit gentiment. « La bêtise, Henry, n'est pas un péché aussi grave que la malice. Veillez à ne pas confondre les deux. Et rappelez-vous, les petites vanités, l'encre rouge et autres, sont souvent plus dangereuses qu'il n'y paraît. » Madame Pritchard. Quant à Madame Pritchard, la veuve étrangère dans son petit cottage près de la gare, elle resta. Certains s'attendaient à ce qu'elle s'éclipse discrètement, mais elle choisit de rester, marchant dignement dans la rue principale, malgré les ragots qui la suivaient comme un voile. Elle avait été touchée par le scandale sans en être coupable, et Miss Marple, avec son sens aigu de l'équité, prit soin de lui rendre visite ouvertement, veillant à ce que le village suive son exemple à temps. « Les gens oublieront, » lui dit doucement Miss Marple, ou du moins, ils trouveront un nouveau sujet de conversation. Madame Pritchard esquissa un léger sourire. « Je vous crois, madame. Dans mon pays aussi, on apprend que les ragots règnent sur les villages. » Le presbytère. Au presbytère, la vie reprit son rythme de sermons, de répétitions de chorales et de thés paroissiaux. Madame Whitmore avoua à mademoiselle Marple qu'elle avait trouvé toute cette affaire à la fois épouvantable et, elle baissa la voix, plutôt excitante. « On n'y peut rien, » dit-elle en s'excusant. « Ce n'est pas tous les jours qu'un meurtre est commis dans la paroisse, mais je suis heureuse, bien sûr, que ce soit terminé. »« En un sens, oui, » répondit Miss Marple, « mais pas tout à fait. Les villages se souviennent, même lorsqu'ils font semblant de ne pas s'en souvenir. Les vieilles querelles sommeillent, et les secrets attendent. C'est aussi la nature humaine. » Miss Marple réfléchit. De retour dans son cottage impeccable de St. Mary Mead, Miss Marple reprit sa vie ordinaire. Elle soignait ses rosiers, nourrissait les rouges-gorges et tricotait sans relâche devant sa fenêtre. Pourtant, tandis que ses aiguilles cliquetaient, son esprit se tournait souvent vers Edith Larkin, vers les taches cramoisies qui trahissaient un meurtrier, et vers la façon dont la peur s'était répandue à Rose Hill, telle une ombre. « Le meurtre, » murmura-t-elle un jour, à moitié pour elle-même, « ne naît pas au moment du crime. Il se développe silencieusement, dans le ressentiment, dans les dettes impayées, dans un orgueil trop féroce pour supporter la honte. Pauvre Peterson, pauvre Edith, chacun pris dans les filets de sa propre nature humaine. » Un chat se promenait paresseusement dans le chemin du jardin. Le soleil perçait les nuages, et le monde du village continuait, redevenu ordinaire. Miss Marple plia son tricot, le posa soigneusement près de sa chaise et contempla les roses en fleurs. La vie, songea-t-elle,
avait ses ombres, mais aussi sa beauté. Et entre les deux, dans les petits détails que personne ne voyait, la vérité attendait toujours, patiente et persistante. Chapitre 15. Tombée de rideau à Rose Hill. Les semaines passèrent et l'été s'approfondit. Les roses pendaient lourdement sur leurs tiges. Les abeilles somnolaient dans les ruelles, et le bourdonnement de la vie du village revenait avec une rapidité presque surprenante. Pourtant, sous le rythme ordinaire de Rose Hill, se cachait une légère cicatrice, telle la marque pâle laissée sur le bois par un verre de vin renversé. On parlait moins ouvertement de Peterson maintenant, mais on ne l'oubliait pas. La vue de sa boutique fermée, le silence où résonnait autrefois sa voix chaleureuse, leur rappelait que même le plus solide des voisins pouvait abriter des ténèbres. Miss Marple revint une fois de plus, invitée par Madame Whitmore à prendre le thé dans le jardin du presbytère. Les villageois, en la voyant là, éprouvèrent une sorte de réconfort, comme si la présence de cette vieille dame aux yeux pétillants et au tricot discret avait réparé quelque chose de fragile parmi eux. « La vie doit continuer, Miss Marple, » dit Madame Whitmore en versant le thé avec une efficacité rapide. « Oui, » répondit Miss Marple, « il le faut. C'est à la fois la bénédiction et le fardeau de la vie villageoise. On y voit le pire, mais on y voit aussi la résilience des cœurs humains. Nous persévérons, nous bavardons, nous cultivons nos jardins, nous cuisinons nos gâteaux, et avec le temps, la peur cède la place à l'habitude, et l'habitude devient réconfort. Les derniers filent. En rentrant chez elle plus tard, Miss Marple s'arrêta devant le portail du cimetière. Les ifs étaient immobiles, l'air embaumé de seringa. Elle songea à Edith Larkin, au regard perçant et inflexible, qui avait gardé son petit livre de secrets avec une telle certitude, et à Peterson, anéanti non seulement par la cruauté, mais aussi par l'orgueil, la peur et le désespoir. « La nature humaine, » murmura-t-elle, « est toujours la même, que ce soit à Rose Hill, à St. Mary Mead ou ailleurs. L'orgueil et le ressentiment peuvent paraître inoffensifs, comme des mauvaises herbes dans une bordure. Mais laissés à l'abandon, ils étouffent toute bonne croissance, et le résultat est plus laid qu'on ne pourrait l'imaginer. » Maison à St. Mary Mead. De retour dans son cottage, Miss Marple reprit ses paisibles habitudes. Le panier à tricot était de nouveau plein, une nouvelle rose s'épanouissait devant sa fenêtre, et son thé était soigneusement posé sur son plateau. Le journal était plié à côté d'elle, le récit du procès de Peterson commençant déjà à s'effacer de sa mémoire. Elle versa son thé, le remua délicatement et s'adossa avec un léger soupir de satisfaction. Un autre crime venait d'être élucidé. Un autre village retrouvait son fragile équilibre. Elle l'avait déjà vu. Elle le reverrait. La vie n'était pas sans ombre, mais les ombres, après tout, rendaient les lumières plus précieuses. Miss Marple retourna donc à ses roses, à ses rouges-gorges et à son observation silencieuse des petits détails révélateurs de la vie. Car elle savait, comme toujours, que quelque part, au-delà de la surface paisible de la campagne anglaise, une autre histoire de la nature humaine prenait doucement racine. Chapitre 16. Ce que le village a dit. À Rose Hill, comme dans tous les villages anglais, la fin d'une agitation marquait le début d'une autre conversation. Une fois le procès terminé et le nom de Peterson imprimé dans les journaux du comté, les langues se délièrent à nouveau, mais cette fois avec le plaisir d'un recul rassurant. Au salon de thé, Madame Grant déclara avoir soupçonné Peterson dès le début. « Bien sûr, je n'ai pas aimé le dire à voix haute à l'époque, » ajouta-t-elle avec vertu, « mais je me suis toujours méfiée de sa façon de se tenir. » Monsieur Sykes, revenu à sa dignité habituelle, a insisté sur le fait qu'il avait apporté toute l'aide possible à la police et que si l'affaire avait été laissée entre ses mains, elle aurait été résolue tout aussi rapidement. Madame Whitmore, avec une toux discrète, raconta à ses amis que c'était le sang-froid de Miss Marple qui les avait tous sauvés. « Une femme remarquable, dit-elle, calme, douce,
Mais elle voit tout, même l'inspecteur l'a admis, et c'est ainsi que l'histoire prit sa forme finale. Un village touché par un scandale, un crime révélé, et une vieille dame de Saint-Mary-Mead qui avait compris ce que personne d'autre ne pouvait comprendre. Un murmure d'ombre. Pourtant, il y avait des moments où les villageois baissaient la voix. En passant devant la boucherie aux volets clos au crépuscule, ou en entendant le grincement du portail du cimetière sous le vent, ils se souvenaient des cartes postales écarlates et des doigts tachés d'encre. Ils se rappelaient la rapidité avec laquelle la sécurité pouvait disparaître, et comment la peur avait envahi leur haie. Mais le souvenir, tel le lierre, s'accroche moins avec le temps. Bientôt, la conversation se tourna vers le souper des vendanges, les projets du vicaire pour de nouveaux recueils de cantiques, et le dernier concours de génoise. La vie reprit son rythme, comme toujours. Miss Marple. Quant à Miss Marple, elle retourna à Saint-Mary-Mead, son nom étant prononcé avec un profond respect à Rose Hill chaque fois que les ragots prenaient une tournure médisante. Elle n'avait recherché ni gratitude, ni gloire, ni même reconnaissance. Elle n'avait recherché que la vérité. Et elle savait qu'il valait mieux laisser la vérité à sa place, comme une mauvaise herbe soigneusement arrachée d'un parterre de fleurs. Assise près de sa fenêtre, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement, elle pensait parfois à Rose Hill, au regard perçant d'Edith Larkin, à l'innocence effrayée de Mary Cottle, au regard sombre de Peterson. Et elle soupirait, non pas de tristesse, mais de compréhension, car la nature humaine était partout la même, et tant qu'elle le resterait, il y aurait toujours des ombres, et toujours, quelque part, une vieille dame qui observait attentivement, écoutait en silence et voyait ce que les autres ignoraient.